bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pascal Larnaud et donc nous allons poursuivre notre journée, notre Blue Day organisé par le pôle mer Bretagne Atlantique. Et cet après-midi, donc, nous allons parler, alors on est toujours dans l'innovation et le numérique dans la filière pêche, et nous allons parler de la sélectivité et en particulier de l'apport de nouvelles technologies et du numérique pour donc essayer d'améliorer la sélectivité des engins de pêche. Donc la sélectivité des engins de pêche, bon, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que tout le monde sait de quoi on parle. Je pense que vous savez de quoi on parle, mais bien sûr c'est d'essayer de ne capturer que ce que l'on souhaite capturer, donc essayer de capturer que les espèces ou les tailles que l'on souhaite capturer. Voilà. Donc alors j'avais normalement les noms des différents intervenants. En premier lieu, donc je les présente, ils sont tous installés. Thomas Rimaud, qui est chargé de mission à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne, qui va être un peu qui va nous parler un peu de la sélectivité, de ce qui a pu se faire et de ce qui est attendu pour le futur dans la sélectivité. Thomas a une grosse expérience dans le domaine. Et ensuite, Kitri Sourgé, qui est chargé de mission à la GLIA, nous parlera de la grille à langoustine, des derniers développements de la grille à langoustine. Vous en avez peut-être vu sur le stand Ifremer. Sonia Méo, je vais essayer de parler un peu plus loin parce que ça fait... Comme ça va. Ouais. Sonia Méo, qui est ingénieure en technologie halieutique à l'Ifremer, qui parlera plus de la survie. Alors je ne sais plus comment tu l'as écrit, Sonia, mais enfin de la survie des espèces que l'on appelait des rejets avant, mais enfin comment survivent les espèces. Christophe Corbière. Ensuite, alors on fera le lien, donc là on restera sur du traditionnel, mais de l'innovation quand même. La grille, c'est quand même une innovation dans la filière. Et puis on fera le lien là, avec le numérique, l'acoustique, avec Christophe Corbière de Gizblue, qui va nous parler en particulier vraiment d'un système, le CPIX, qui permet de faire de la sélectivité en amont, d'essayer de voir les espèces que l'on a, voir les tailles que l'on a avant de les pêcher, et toute la perspective que l'on a autour de ça. Ensuite, ce sera moi, je changerai de casquette. Au lieu d'avoir ma casquette pôle mer, là j'aurai ma casquette Ifremer. Et je vous parlerai un peu des utilisations potentielles de la lumière pour améliorer la sélectivité des engins de pêche. Et puis on terminera avec vraiment les perspectives ultérieures, on va dire, avec Julien Simon, ingénieur en technologie halieutique aussi à l'Ifremer. Voilà. Et donc voilà le contenu de notre après-midi, donc il va être riche, je pense, j'espère. Donc je vais laisser le micro à Thomas qui va nous faire un petit peu un bilan de ce qui a pu être fait, je crois, et puis des besoins. Merci Pascal, bonjour à tous. Juste un petit état des lieux historique sur la sélectivité dans les pêcheries Golfe de Gascogne, mer Celtique, etc. Donc juste un petit historique pour rappeler que la sélectivité, c'est pas nouveau. Trier sur le fond plutôt que sur le pont, c'est quelque chose qui date, qui commence à être un petit peu vieux. Dans le Golfe de Gascogne, je dirais que ça a commencé à se mettre en place début des années 2003, 2004, avec la réglementation sur le merlu, le box merlu, et avec l'initiative de projets en partenariat scientifique professionnel qui ont porté leurs fruits et qui a abouti à l'adoption du Panama carré merlu 100 mm dans le Golfe de Gascogne, et du coup qui s'est transcrit dans la réglementation nationale et la réglementation européenne. Donc le fruit d'un travail de réflexion, il y avait une problématique, professionnels scientifiques se sont mis autour de la table, il y a eu des tests qui ont été faits sur différents dispositifs et ces dispositifs sont utilisés au quotidien par les professionnels. Poursuite ensuite en 2008 sur la pêcherie langoustinière dans le Golfe de Gascogne avec la mise en place de dispositifs et l'obligation d'utiliser 3 dispositifs sélectifs au choix pour la langoustine lorsque la pêche est ciblée sur la langoustine. Ça c'est le cas des pêcheries Golfe de Gascogne. Mer Celtique par exemple, en zone 7FG, obligation d'utiliser Panama carré 100 mm puis 120 depuis les années 2012. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont digérées, qui sont mises en œuvre au quotidien. En parallèle de ça, des améliorations de la sélectivité qui sont plus faites au cas par cas et par les professionnels eux-mêmes.
Alors, pour des raisons de sélectivité, mais aussi parfois pour des raisons d'économie de gazole, etc. Avec maintenant une augmentation quasi généralisée des maillages dans la gueule du chalut, grand dos, petit dos, etc. qui permet de mieux filtrer, moins consommer de gazole, mais aussi qui améliore potentiellement la sélectivité de ces engins de pêche. Voilà. Après, sur tous les programmes d'amélioration de la sélectivité des innovations, il y a eu, avec la mise en place de l'obligation de débarquement à partir de 2015, de nouveaux projets qui se sont mis en œuvre à peu près dans toutes les façades. Il y a eu le projet Redress dans le golfe de Gascogne, projet Self-Select, Regem Select en Manche Ouest, mer Celtique. Du coup, l'idée, c'est de se dire, effectivement, alors, il y a déjà, les professionnels essayent déjà de faire des efforts pour améliorer la sélectivité. Il y a cette obligation de débarquement. On va remettre l'ouvrage sur le tapis, se remettre tous autour de la table professionnelle scientifique, essayer de voir ce qui se fait par ailleurs, etc. Et voir qu'est-ce qu'on pourrait tester dans les différentes pêcheries. Donc il y a eu tout un tas d'expérimentations qui sont faites en temps réel. Et on arrive du coup in fine à des résultats, à une boîte à outils finalement de dispositifs sélectifs qui peuvent marcher dans certaines zones, pas dans d'autres, qui peuvent marcher à certaines saisons, pas d'autres saisons, etc. Et du coup finalement on voit qu'on arrive déjà à un niveau de sélectivité relativement fin et d'où la nécessité d'avoir effectivement cette boîte à outils qui permet aux professionnels d'essayer d'utiliser le meilleur dispositif en fonction vraiment des conditions de pêche qu'ils rencontrent, de leurs engins spécifiques, etc. Cette notion-là un petit peu de boîte à outils ou en tout cas de nécessité pour les professionnels de s'approprier les dispositifs sélectifs. Nous, au niveau de l'OP Pêcheurs de Bretagne, on l'a mis en œuvre cette année parce qu'il y a une nouvelle réglementation, une nouvelle mesure technique depuis le 1er juillet 2019 en mer Celtique, en remplacement entre guillemets du Panama carré 120 mm. Les professionnels doivent mettre en œuvre différents dispositifs. Alors c'est du T90 100 mm ou du rallonge maillage de 110 mm et Panama carré 120 ou rallonge de 100 mm et Panama carré 160. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de changements, beaucoup de choix, et du coup, en fonction de si on cible plus les galidés, plus la langoustine, plus la lotte, etc., la réponse n'est pas la même. Et du coup, nous, on a proposé à nos adhérents effectivement de leur mettre à disposition ces différents dispositifs sur le début de l'année 2019 pour qu'ils puissent, au 1er juillet 2019, choisir le meilleur, le dispositif sélectif le meilleur parmi les trois dont ils avaient le choix, quoi. Donc voilà, et effectivement, donc là on arrive à un moment où on a également aussi de plus en plus de contraintes techniques quand on regarde le nouveau règlement mesures techniques qui était censé simplifier les choses. Quand on regarde en mer Celtique ce que ça représente, donc avant on avait ces dispositifs spécifiques en zone 7FG dont je viens de parler. Et maintenant, simplement à titre d'illustration, le maillage de référence dans cette zone-là, c'est le 100 mm. Les pêcheurs ont le droit d'utiliser du 80 mm s'ils ont moins de 20% d'aigle fin, cabillaud le noir en fin de marée. Et si, par contre, ils ciblent merlan, maquereau et autres espèces sous quota, ils ont le droit d'utiliser du 80 mm, mais 80 mm seul en 7E et 80 mm avec un Panama carré en 7H. Donc je voulais juste, quand on met tout ça sur une carte, les bateaux qui partent en 7E, qui vont faire un tour en 7H et qui repassent par la zone de protection de mer Celtique au-dessus, ils peuvent avoir du 80 mm, après ils font un 1000, il faut qu'ils mettent du 120 mm, ils remontent un peu plus haut, il faut qu'ils mettent une rallonge entre 90 et 100 mm. Bref, ça fait des choses qui deviennent très 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 complexes, et effectivement peut-être pour ouvrir le débat sur ce qui va être présenté, ça devient trop complexe et il y a nécessité je pense pour les professionnels de trouver des solutions qui soient efficaces et opérationnelles
qui répondent à la fois à la nécessaire amélioration de la sélectivité, mais aussi qui correspondent aux réalités des techniques en mer, du quotidien des marins à bord, et qui respectent aussi les notions de, la durabilité socio-économique des entreprises de pêche, parce qu'effectivement tout ça va de pair, quoi. La sélectivité biologique, mais la durabilité de l'écosystème, mais aussi effectivement la durabilité socio-économique des entreprises de pêche. Merci Thomas, tu as bien posé les choses. Merci aussi de ce rappel de tout ce qui a pu être fait. On va passer la parole à Kitri. On va essayer de trouver. Je vais enlever celui-ci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter des travaux qui ont été effectués pour la mise en place d'une nouvelle grille dont le but est de trier les petites langoustines sur le fond. Alors, pour rappel, donc ça a déjà bien été exposé, mais pourquoi améliorer la sélectivité, notamment pour la langoustine? Donc, le premier objectif, c'est bien de diminuer les captures non désirées en triant sur le fond plutôt que sur le pont. Mais du coup, comme il y a moins de petites langoustines sur le pont, il y aura moins de temps de tri pour les marins, donc on va améliorer les conditions de travail. Et en diminuant ce temps de tri, les langoustines vont aller plus vite dans les viviers ou elles seront plus rapidement mises dans les viviers, donc il y aura une amélioration aussi de la qualité de la langoustine et donc une meilleure valorisation du produit. Et en plus, donc cette amélioration de la sélectivité s'inscrit dans le contexte réglementaire qui a été expliqué par Thomas, et notamment dans la mise en place de l'obligation de débarquement. Donc quand on s'intéresse à la grille à langoustine, en gros, on a plusieurs objectifs pour que ce dispositif marche. Le premier, c'est donc de bien avoir une sélectivité intraspécifique sur la langoustine, c'est-à-dire de laisser passer les langoustines sous taille, mais de bien retenir les langoustines de taille commerciale, pour ne pas avoir de perte commerciale et garder un chiffre d'affaires pour le bateau équivalent. D'autre part, on a travaillé sur l'ergonomie du dispositif, notamment pour que les grilles ne posent pas de problème au moment du filage ou du virage sur les enrouleurs, puisque les toute première grille qui avait été mise en place il y a plusieurs années était assez rigide et c'était vraiment très compliqué et ça pouvait amener des problèmes de sécurité sur les marins. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir une meilleure ergonomie et donc pas de problème de sécurité. Ensuite, il y avait un travail sur la résistance du matériau pour qu'il puisse durer dans le temps. Et enfin, sur la facilité du dispositif au montage et au ramandage, pour que, en gros, ce ne soit pas une contrainte supplémentaire lorsqu'il y a une avarie, mais que ça puisse être facilement réparé. Donc toutes ces conditions font que, si on arrive à répondre à tous ces points-là, le dispositif pourrait être accepté par les marins à bord. Donc, en gros, les derniers programmes de sélectivité qui ont travaillé sur la grille à langoustine dans le golfe de Gascogne. Donc, il y en a eu un entre 2014 et 2016 qui s'appelle le programme Redress, où ils ont travaillé sur beaucoup de dispositifs sélectifs, mais notamment la grille à langoustine. Donc, les partenaires scientifiques étaient l'Aglia et l'Ifremer, et les financeurs France Filière Pêche et les régions du golfe de Gascogne. Ensuite, il y a eu une transition sur une année avec un petit programme qui s'appelle Gritin en 2017. Donc là, on a les mêmes partenaires financiers et scientifiques. Et enfin, on a abouti au projet Opticel, donc qui s'est positionné sur l'année dernière et sur cette année. Et donc là, c'est un projet qui est financé par les fonds européens, le FEAMP, par l'État et France Filière Pêche. Et donc, c'est bien de ce projet Opticel dont je vais vous parler, car c'est de ce projet qu'on obtient une grille
qui est assez satisfaisante. Mais ça montre bien qu'il y avait un processus quand même avec plusieurs programmes en amont qui ont permis d'arriver jusque-là. Donc, pour rappel sur ces programmes, entre 2014 et 2016, il y a eu la mise en place d'une grille pliante en 6 morceaux qui a été réalisée en polyuréthane moulé à froid. Et donc, il y avait des bons résultats de sélectivité, enfin assez prometteurs. Pas de problème d'ergonomie, mais le matériau a fini par casser au bout de quelques semaines, voire mois. En 2017, on a essayé la même grille, mais en aluminium. Et là, en fait, le matériel n'était pas du tout adapté. Ça a été vite abandonné. Et donc, cette année et l'année dernière, on a voulu donc tester des nouveaux matériels et des nouvelles formes pour améliorer l'efficacité tant en sélectivité, en durabilité du matériel, et puis c'est surtout aussi pour que ce soit accepté que les marins puissent utiliser sur du long terme et voir comment elle fonctionne sur plusieurs mois d'essai. Donc en 2018, on a testé trois grilles, donc 3 prototypes. La première, donc c'était une grille pliante en 6 morceaux qui ressemble aux 2 premières grilles qui avaient été testées dans les anciens programmes. Mais là, le matériau était du polyuréthane, mais cette fois moulé à chaud, ce qui permettait d'avoir un matériau qui pouvait se plier un peu plus. Donc les premiers essais de cette grille en 2018 montraient qu'on avait des résultats assez satisfaisants sur la sélectivité, avec donc peu de pertes commerciales. La résistance de la grille en tant que matériel était plutôt bon, mais là c'était que sur quelques semaines d'essai. On a eu des difficultés au montage, donc on a amélioré le montage pour limiter les pertes commerciales, et on n'avait pas de problème d'ergonomie. Ensuite, on a testé une deuxième grille, donc les photos du milieu. Donc c'était une grille à biellette, donc le même matériau en polyuréthane moulé à chaud. Et là, on n'avait pas des super bons résultats parce que déjà, la grille, elle a cassé au bout d'une semaine. Donc, sur la deuxième photo, on voit un barreau de la grille qui est cassé en 2. Le montage était très compliqué pour les équipementiers qui ont réalisé le montage. Et au niveau de la sélectivité, on avait des grosses pertes commerciales. Donc, au bout d'une semaine, on a mis de côté cette grille-là. Ensuite, on a testé une autre grille à biellette. Donc là, le matériau était en air talon. Et donc là, c'est pareil, au niveau de la résistance de la grille, c'était pas bon puisque... Donc on voit sur la photo à droite, normalement, il y a des rondelles entre les barreaux. Et là, au bout d'une semaine, il y avait plein de rondelles qui étaient parties. Le montage était aussi compliqué au niveau des équipementiers. Et puis la sélectivité, en fait, il y en avait très peu. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de petites langoustines à s'échapper. Donc c'est pareil, on l'a éliminé. Donc on est resté sur la première grille et il y a eu pas mal de développement, notamment sur le montage pour l'améliorer. Donc du coup, entre 2018 et 2019, il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Et donc il a été décidé de monter cette grille, non pas dans un maillage de 80 mm réglementaire, mais dans un petit maillage. Donc c'était du 30 mm de maille côté. Donc on le voit sur la photo du haut, en fait la ligne en bleu, c'est le collage entre donc la partie droite où le maillage est en 80 mm et on appelle ça le kit à langoustine, donc il fait 2 mètres. Là on a le schéma à gauche, donc un kit où dedans il y a la grille qui est positionnée et qui est dans un petit maillage pour limiter les pertes commerciales de langoustine autour de la grille parce que les mailles s'ouvraient au moment du montage. Donc là, je vous ai mis 2 photos en bas. On a à gauche la photo lors du montage chez l'équipementier et à droite une photo de la grille à bord d'un navire après une utilisation parce qu'on voit qu'il y a un poisson dedans. Donc je ne m'étends pas sur le schéma du montage de la grille. On pourra en discuter si ça intéresse du monde. Donc les conditions des essais de cette grille pour l'année 2019, on a fourni au bateau 2 parties droites et 2 culs de chalut identiques, donc en maillage 80. Et dans une des parties droites, il n'y avait pas de kit, pas de grille, et dans l'autre partie droite, il y avait une grille. Parce que donc faut savoir que les langoustiniers du golfe de Gascogne, la majorité travaillent en chalut jumeaux, donc on a deux chaluts l'un à côté de l'autre. Et du coup, on pouvait comparer les captures avec la grille des captures où il n'y avait pas de grille, donc lors du même trait. Donc pour cela, on avait un observateur à bord et qui regardait en fait sur la table les comparaisons de
de langoustines commerciales et de rejets de langoustines de chaque côté, donc avec le chalut avec la grille et le chalut sans grille. Et aussi, on a regardé les comparaisons de débarquement de la sole pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte commerciale, parce qu'on avait peur que la sole passe à travers les barreaux et du coup ne soit pas gardée dans les chaluts. Excusez-moi. Et donc du coup, en 2019, on a fait des essais sur 8 bateaux, donc comme je disais, armés aux chaluts jumeaux, donc il y a deux chaluts l'un à côté de l'autre à l'arrière du bateau. La taille des navires allait de 11,98 m à 16,75 m. C'était des bateaux qui venaient du Guilvinec ou de l'Orient. Et les dates des essais se sont déroulées entre le 6 mai et le 29 août. Donc ça, c'est les essais avec observateurs, parce qu'il y en a qui ont gardé la grille jusqu'à fin septembre. Donc on voit que c'est pratiquement pendant toute la saison de pêche de la langoustine. On a testé plusieurs types de fonds, donc la vase, le sable, la roche, et puis dans différentes conditions de mer, parce qu'il y avait ça allait de la mer calme à très forte. À savoir que donc, la majorité des langoustiniers qui ont testé la grille travaillaient dans le franc, donc c'est-à-dire des fonds plutôt mous, vase, sable, et qu'il n'y en avait qu'un seul qui travaillait dans les fonds durs. Donc c'est les fonds qu'on redoute un peu le plus avec ces dispositifs parce que c'est des fonds plus rocheux et qui peuvent abîmer la grille. Donc notre première satisfaction, c'était de voir déjà que sur les 8 navires qui ont testé la grille, il y en a 5 qui les ont gardés, parce qu'en gros, on indemnise les navires la première semaine s'il y a des pertes commerciales, et après une semaine, on leur disait, bon bah voilà, si ça vous plaît, vous la gardez, si ça vous plaît pas, on l'enlève. Et en fait, sur les 8 qui ont essayé, il y en a 5 qui l'ont gardé sans indemnisation. Donc en gros, c'est que ça leur convenait, c'est qu'ils considéraient ne pas avoir de perte commerciale et ils ont pêché pendant la saison avec. Donc ils y trouvaient un intérêt. Donc ça, c'était déjà notre première satisfaction, c'était qu'il y avait une acceptation par pas mal de bateaux. Donc du coup, à l'issue de cette saison, déjà on a regardé sur l'ergonomie. Donc déjà on n'avait pas de problème sur ces grilles-là, mais là on n'en a pas eu non plus. Donc on n'a eu aucun accident. Les matelots nous disaient ne pas avoir de problème au filage ou au virage. La résistance du matériel, donc c'est toujours en cours de travail à l'Ifremer de Brest, mais les premiers résultats sont que déjà on n'a aucune grille qui a cassé, donc sur plusieurs mois d'essai. Il y a eu des tests qui ont été faits en 2018 où il y avait des capteurs mis sur les barreaux pour voir si pendant la pêche les barreaux s'écartaient ou pas. Et donc là, il n'y avait pas d'ouverture des barreaux, donc on ne perdait pas d'espèces commerciales au travers. Et puis, ils ont regardé l'évolution de la distance entre les barreaux et de la distance des barreaux avant et après la saison. Et on a très peu d'évolution dimensionnelle. Donc, en fait, le matériau s'est très bien comporté. Il est resté à l'identique avant et après plusieurs mois d'essai. Ensuite, donc, un des résultats qui nous intéresse beaucoup, c'est la sélectivité, savoir si, du coup, on a bien moins de petites langoustines et pas de perte commerciale. Donc les premiers résultats en poids, c'est que si on prend l'ensemble des 8 navires, on a une perte commerciale en poids d'environ 5% et une bonne sélectivité de 29,5%. Mais si j'enlève les 3 navires donc, qui n'ont pas gardé la grille, donc c'est les navires où ça marchait moins bien, au final on se rend compte qu'on a une perte commerciale qui est de 3%, donc ce qui est assez faible suivant, puis on peut dire, avec la variabilité des traits, voilà, c'est quelque chose à encore améliorer, mais ça reste acceptable. Et puis, on avait quand même une bonne sélectivité sur la petite langoustine, sur les rejets, parce qu'on avait 28% de rejets en moins de langoustine. Donc après, on a le même travail, on l'a fait en nombre de langoustines, parce qu'on mesure pas toutes, mais un échantillon de langoustines à bord. Et donc, on a à peu près les mêmes chiffres, sauf que là, vu que c'est pas en poids et en nombre, donc on remarque qu'on a une diminution de 31%, si on prend les 5 navires, 31% de langoustines de sous-taille, donc qui vont retourner à l'eau. Et par contre, on va avoir à peu près 6,8% de langoustines de taille commerciale qui en moins du côté du sélectif. Mais quand on regarde le graphique, on voit qu'en fait, les pertes commerciales, elles se font principalement sur les plus petites langoustines, donc celles de 9 cm, c'est la taille légale de débarquement, quoi.
Donc en gros, niveau sélectivité, on a des résultats intéressants, puisqu'on a une perte, on a une diminution du rejet de langoustine de 28%, et on a des pertes commerciales visibles qui restent assez faibles, et qui sont faites principalement sur la langoustine vraiment de la petite taille de débarquement. Et puis du côté de la sole, donc on a remarqué qu'il n'y a pas de perte commerciale sur la sole. Alors c'est que des très faibles quantités de sol qui sont pêchées, donc on ne peut pas vraiment avoir des valeurs statistiques, mais il y en avait des deux côtés lors de chaque trait, quoi, et dans des proportions identiques. Enfin, alors le dernier résultat, c'était le moins bon, c'est au niveau du montage. Donc, parce qu'on a une complexité du montage de la grille à langoustine dans le kit, notamment par les équipementiers. Parce que quand il a fallu mettre la grille dans un maillage de 30 mm de côté, eh ben, il faut mettre des arceaux pour mettre la grille à l'intérieur. Enfin, là, je vous montre le dispositif. Et il fallait même qu'une personne rentre à l'intérieur du tube pour pouvoir passer les aiguilles, parce que c'était très étroit. Donc, ça demande beaucoup de temps pour les équipementiers. C'est pas hyper évident. Ensuite, alors, on n'en a pas eu, mais on se disait que s'il y avait des problèmes de déchirure lors de marée, comme c'est du petit maillage, s'il fallait remplacer ces parties-là, ça demande du ramandage en plus. Ce serait pas forcément évident pour les marins à bord de réparer tout ça. En tout cas, ce serait un peu fastidieux. Donc ça, c'est un peu les problèmes qu'il faut qu'on travaille en plus. Et puis, donc sur les 3 navires qui n'ont pas gardé la grille tout au long de la saison, il y a le navire qui travaille dans les fondures, parce que en fait, il l'a testé 2 fois. Donc une première semaine où on s'est rendu compte qu'il déchirait en fait pas mal le maillage sous le chalut, parce que la grille en fait ça devait accrocher sur le fond. Et donc du coup on l'a réparé, on a réessayé la semaine suivante avec des flotteurs pour essayer d'alléger tout ça. Mais c'est pareil, on avait quand même au bout d'une semaine, on avait beaucoup la laisse était vraiment abîmée, quoi. Donc ça aussi, c'est au niveau du montage, je pense qu'il y a peut-être des choses où on doit améliorer pour ces navires-là. Donc la conclusion de tout ça, c'est que on a quand même une grille à langoustine qui répond de façon positive à 3 facteurs qui sont l'ergonomie, la résistance du matériau, la sélectivité. On n'a pas eu de problème au niveau du montage, donc pour l'instant, personne nous a fait de retour comme quoi ça n'allait pas, mais on a eu des problèmes au niveau du montage par les équipementiers, mais bon, ça c'était c'était fastidieux, on va dire, mais on l'a fait, mais pas de problème lors des marées. Donc ça, on n'a pas eu de retour comme quoi ça n'allait pas, mais on se doute que si ça devait arriver, ce serait un peu plus compliqué. Donc voilà, les questions, c'est est-ce qu'on renouvelle encore des essais avec cette grille-là? On a des patrons qui étaient intéressés pour les essayer encore les années suivantes, parce qu'ils étaient hyper contents de voir moins de langoustines, de rejet de langoustines sur le pont. Et donc en gros, il faudrait continuer à travailler sur ce montage et aussi voir comment on peut l'adapter aux fondures. Voilà. Merci Kitri. En ce qui concerne le petit maillage, on peut peut-être espérer que finalement on pourrait peut-être repasser, après l'avoir vérifié, à du marillage plus grand finalement, parce qu'on voit qu'il y a toujours un tout petit peu de perte éventuelle, vraiment dans les petites tailles. Donc peut-être qu'on pourrait, à la limite les professionnels pourront le faire eux-mêmes, même si on part petit, réagrandir le maillage au pied de la grille, peut-être pour résoudre le problème. En tout cas, bon, on a tous ensemble, on a l'impression de tenir quand même la grille. Kitri a parlé des projets depuis 2016, mais ça a commencé en 97 de mémoire, avec les premières grilles en aluminium, avec l'Ifremer qui a fait beaucoup d'essais avec les professionnels déjà à l'époque. Il y a eu le projet ASCGG au début des années 2000, gros projet Merlu dans lequel la grille à langoustine avait été testée. Et le leitmotiv malheureux de tous ces essais, c'était la grille à un moment donné. Alors les grilles alu, n'en parlons pas, elles tordaient et tout ça, mais les grilles plastiques, polyuréthane, même cassées. Et là, je dois dire un grand merci à nos collègues qui sont peut-être dans la salle de l'Ifremer, du laboratoire matériaux et structures de l'Ifremer à Brest, qui effectivement là ont mis des capteurs, des jauges de contraintes sur ils nous ont beaucoup aidé au niveau du matériau. Donc là, on croise les doigts et on espère tous avoir la grille à langoustine. Tu veux dire quelque chose ? Et juste pour rappel, je parlais tout à l'heure en introduction
l'obligation pour les pêcheurs de langoustine d'utiliser un dispositif sélectif au choix. La langoustine, la grille, pardon, une grille semi-rigide avec un espacement entre les barreaux de 13 mm, c'est déjà un de ces dispositifs qui est proposé, dont les pêcheurs ont le choix, qui en pratique n'est pas utilisé parce que ce que disait Kitry, la grille qui jusqu'alors était disponible n'était cassée, était dangereuse lors des manipulations, etc. Mais du coup, avec ces travaux, finalement, on peut mettre à disposition une grille qui fonctionne en tout cas, pour lequel on a résolu une partie des problèmes d'ergonomie et autres, quoi. Mais c'était juste pour rappeler que ça faisait déjà partie des dispositifs au choix pour les pêcheurs de langoustine, quoi. Voilà, merci. Donc, on groupera les questions plutôt à la fin, si vous le voulez bien. Oui, on fait comme ça, tout le monde est d'accord. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Sonia Méo, donc, qui va nous parler de la survie après capture, donc en lien avec les travaux sur la grille en particulier. Bonjour à tous, vous allez excuser ma voix pour cette présentation. Moi, je vais vous parler de survie, la survie après capture, qui est un sujet qui est très complémentaire à ce que Kitry et Thomas vous ont présenté, parce que la sélectivité consiste à réduire les rejets, mais on ne les réduit pas à zéro, ce qui fait que la question se pose de savoir dans quel état sont ces rejets. Et c'est un sujet qui est très important depuis la mise en place de la réforme de la politique commune des pêches, puisque dans cette réforme, la réglementation indique que les espèces sous TAC et quota doivent être débarquées, ce qu'on appelle l'obligation de débarquement, sauf en cas de démonstration d'un fort taux de survie. Donc la réglementation n'en dit pas plus. Vous avez ici un extrait de ce texte qui parle simplement de taux de survie élevé. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est qu'un taux de survie élevé, mais c'est quand même le travail auquel on s'est attaché et que je vais maintenant vous présenter. Donc les études de survie de rejet après capture ont été motivées par cette nouvelle réglementation, mais pas que. Il y a aussi la conscience des pêcheurs professionnels qui se rendent compte que parmi les espèces qu'ils rejettent, certaines sembleraient avoir la capacité de survivre si on les remet à l'eau dans de bonnes conditions. Donc qu'est-ce qui motive une étude de survie, hormis cette réglementation ? Eh bien, c'est d'abord de savoir qu'il y a des pêcheries qui génèrent des rejets de manière plus ou moins importante, en tout cas pour lesquelles il serait probablement intéressant de savoir si ces espèces vont survivre, pour savoir si il est judicieux de les ramener à terre, donc d'obliger leur débarquement, ou s'il serait plus pertinent de les remettre à l'eau si elles vivent. Et quand les pêcheurs démontrent la volonté de répondre à cette question, eh bien, on discute avec nous, avec les scientifiques, pour essayer de mettre en place des études de survie. Alors, ça ne se fait pas de manière instantanée, hein, c'est quelque chose qui doit se réfléchir, se mettre dans le cadre d'un protocole, et surtout qui demande des financements, puisque ça nécessite du temps de scientifiques, du temps d'organisation de producteurs ou de comités des pêches, et puis aussi du temps des bateaux professionnels, parce que toutes ces études sont réalisées sur des navires et en conditions de pêche commerciale. Donc, je vous ai mis ici des exemples d'espèces qui concernent nos pêcheries françaises. La première espèce sur laquelle ce type d'étude de survie après capture a été réalisée, c'est la langoustine. Mais ensuite, on a embrayé sur la plie,
sur la raie. Je vous mets la raie brunette, mais il y a la raie fleurie qui va bientôt faire l'objet d'un projet, et la sole commune aussi dans les mois à venir. Donc, nous, au laboratoire de technologie halieutique à Lorient, nous avons une vocation nationale. On peut travailler sur toutes les façades de la France. C'est pour ça qu'on a répondu aux sollicitations qu'on a reçues du comité des pêches à Boulogne-sur-Mer, mais aussi en Haute-Normandie, en Bretagne et Pays de Loire. Dans le Pas-de-Calais, on a travaillé sur le filet à sol pour essayer d'estimer la survie des petites soles pêchées au filet. Il s'est avéré qu'on a mis en place une étude qui était, on va dire, une étude préliminaire. Le filet est une technique de pêche qui est un petit peu difficile dans le cadre des études de survie, parce qu'on n'a pas affaire à une opération de pêche comme au chalut, où on met l'engin à l'eau, on sait combien de temps il est à l'eau et on traite toute la capture en même temps. Non, le filet, il est mis progressivement à l'eau, il est viré progressivement et le poisson est démaillé au fur et à mesure du virage. Et donc tout ça complique clairement les variables qu'on va pouvoir collecter en termes de combien de temps le poisson est resté à l'eau et combien de temps il est resté à l'air, ce qui va impacter directement la survie. Donc je ne vais pas vous parler du filet, il y a encore plus de travail à faire sur cette technique pour essayer d'estimer la survie des rejets au filet. Et toutes les autres flottilles avec lesquelles nous avons travaillé sont du chalut de fond, soit qui cible la langoustine, soit le divers poisson. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur la plie en manche, on a travaillé sur la langoustine dans le golfe de Gascogne, la raie et la sole plutôt du côté de la baie de Bourgneuf. Donc une fois qu'on sait sur quelle pêcherie on veut travailler, eh bien il reste encore à mettre en place un protocole. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de protocole, parce que les études de survie ont pour objectif, la plupart du temps quand même, de demander une exemption à l'obligation de débarquement. Et c'est le CSTEP, autrement dit le Conseil scientifique et technique et économique des pêches, qui, au niveau européen, va étudier ces demandes sur la base d'une étude scientifique. Vous vous rappelez que dans la réglementation, on parlait de taux de survie élevé démontré scientifiquement. Donc il faut une étude scientifique pour ça, mais aussi avec un protocole qui soit suffisamment robuste pour que l'étude puisse être considérée. Donc quand la réforme de la politique commune des pêches a été mise en place, le CSTEP a demandé la mise en place via le Conseil international pour l'exploration de la mer, donc le CIEM, de mettre en place un groupe de travail spécialement dédié à l'élaboration et la diffusion, en tout cas à la rédaction de protocoles pour les études de survie. Donc le CIEM regroupe l'ensemble au moins des pays européens et même plus, ce qui fait que tous les scientifiques qui sont concernés par cette problématique de survie des rejets se retrouvent au sein de ce groupe de travail pour échanger sur les méthodologies, pour valider les méthodologies. Et on en profite pour créer un réseau de scientifiques qui travaillent sur ce sujet et regarder et pouvoir discuter de nos études et avoir un regard de nos collègues qui nous permet de faire une étude qui ensuite, avec sécurité, pourra être évaluée par le CSTEP et donc aboutir sur oui ou non une demande d'exemption. Alors, je vais maintenant vous parler, on a vu 4 espèces tout à l'heure, et il se trouve que ces 4 espèces correspondent à des protocoles différemment. Donc, de manière assez succincte, je vais vous proposer de regarder comment est-ce qu'on évalue la survie de ces espèces en fonction de leur morphologie et des différents cas de figure de flottille. Je commence par la langoustine. La langoustine, ça fait longtemps, bien avant la réforme de la PCP, qu'on s'intéresse à étudier sa survie. Les premières études ont été réalisées à l'Ifremer dans les années 70. Et les pêcheurs étaient demandeurs d'une actualisation du taux de survie qui avait été trouvé à l'époque. Et c'est donc une deuxième étude qui avait été réalisée en 2010, ici en Bretagne Sud. Et donc, on avait utilisé la captivité. C'est-à-dire qu'une fois que les rejets arrivaient à bord, on en prélevait un échantillon
au hasard, complètement aléatoire. Et on mettait individuellement une langoustine dans chacun des tubes. Ces tubes, on les mettait dans des paniers que vous voyez sur la droite. Et on réimmergeait ces paniers pleins de langoustines destinés à être rejetées pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, on relevait ces échantillons, ces paniers, et on comptait combien on avait de mortes, combien on avait de vivantes. Donc, je précise encore une fois que toutes ces opérations sont faites sur des bateaux de pêche professionnels et en conditions de pêche professionnelle, c'est-à-dire même durée de traîne. Enfin, la consigne pour les équipages est de ne rien changer à leur pratique habituelle. Donc ça, c'était une première étude qui a été réalisée en 2010, puis en 2013 est arrivée la réforme de la PCP. Donc les professionnels ont dit, eh bien, on va présenter cette étude au CSTEP pour demander une exemption. Et là, c'est seulement une exemption provisoire qui a été accordée parce que la durée d'observation des langoustines rejetées en captivité en mer n'était que de 3 jours. Et le CSTEP a considéré que cette durée était trop courte et a demandé à ce qu'on renouvelle l'expérience sur une durée plus longue. Pourquoi la durée était trop courte? C'est parce que l'opération a été réalisée en 2010, avant de standardiser tous les protocoles en 2013 et 2014 via le groupe du CIUM. Donc c'est une 3e étude qui a été réalisée sur la langoustine, cette fois-ci en tenant bien compte de toutes les recommandations de ce groupe de travail européen du CIUM. Donc encore une fois, on a travaillé en conditions commerciales. On récupère un échantillon de langoustine qu'on met en captivité dans les paniers que vous voyez à gauche. Là, ce sont des caisses à compartiments individuels qui sont utilisées pour préserver la langoustine vivante. Et cette fois-ci, au lieu de les réimmerger en mer, on les a immergés en vivier à terre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, selon les recommandations du CIUM, de regarder tous les jours comment évolue la mortalité dans notre échantillon. Ce qui n'est pas possible si on fait cette expérience en mer, alors que dans un vivier, c'est possible. Donc cette opération a duré 14 jours et on y a testé une hypothèse supplémentaire, c'est-à-dire que traditionnellement, les bateaux pêchent la langoustine et la trient, et c'est la plupart du temps après le tri qu'elle est remise à l'eau. Or, dans les premières études, on s'est rendu compte que le temps que la langoustine passe sur le pont est un critère très important qui va affecter ensuite sa survie. Et donc, on a réfléchi à un système qu'on appelle une goulotte, un système qui permettrait, depuis la table de tri, directement d'envoyer la langoustine à l'eau, ce qui permet, de clairement réduire le temps qu'elle va passer sur le pont en plein soleil, ou en tout cas à l'air qui n'est pas son environnement, et d'éviter toutes les blessures qui pourraient être induites par le piétinement ou par la manipulation sur le pont. Donc, au cours de cette étude, on a comparé quelle est la survie d'un tri standard classique comme c'était fait auparavant et quel est le bénéfice d'utiliser une goulotte de rejet qui permet de remettre sans abîmer la langoustine au fur et à mesure. Bien clairement, voilà les résultats. Vous avez sur ce graphique la première courbe en haut, c'est les contrôles. Alors, les contrôles, qu'est-ce que c'est? C'est un échantillon de langoustine, bien sûr, mais qui n'a pas subi l'opération de pêche comme les autres que l'on va tester. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un échantillon de langoustine dans notre dispositif en vivier pour être sûr qu'on n'induit pas un nouveau stress à cause de notre dispositif expérimental. Donc ça, c'est pour s'assurer qu'on n'a pas de problème au cours de notre expérience. La courbe verte, c'est la courbe de survie jour après jour qui a été obtenue avec un échantillon trié avec la goulotte de rejet. Et la courbe plutôt rouge est celle d'un tri standard. Donc on voit que la survie obtenue avec un tri avec goulotte est supérieure à celui d'un tri standard. Et quelle valeur on utilise pour ça? Eh bien, on utilise la valeur qui correspond au moment où la mortalité se stabilise. Ici, ça veut dire que les premiers jours, on a de la mortalité, puis encore, jusqu'au 5e jour. Et passé le 5e jour, tous les individus qui ont réellement été impactés par la pêche sont morts.
les autres continuent à vivre et on estime que ce taux de survie serait représentatif de ce qui se passe en mer. En tout cas, c'est avec les valeurs de ce type de graphe qu'ensuite on peut publier les résultats et c'est ces résultats qui vont être présentés au CSTEP pour qu'eux débattent d'une exemption. Donc là, je vous ai mis les 2 publications qui correspondent à la première étude au bout de 3 jours, qui avait abouti à une exemption temporaire, et ensuite la deuxième étude qui a abouti à l'exemption à l'obligation de débarquement pour la langoustine dans le golfe de Gascogne. Une autre technique pour évaluer la survie, je vous ai parlé de captivité. Une deuxième technique, ce qu'on appelle le marquage. Le marquage consiste à récupérer de très gros échantillons de rejet d'individus que l'on veut étudier et de les marquer. Alors ici, vous avez 2 types. Le marquage de la langoustine qu'on passe dans le muscle du poisson, ce qui n'impacte pas sa santé ou sa survie. Et sur cette petite marque, eh bien, on écrit, dans ce cas-là, le nom Ifremer et un numéro d'individu. Ce numéro d'individu, on le rapporte ensuite aux conditions de pêche qu'il a dû subir. On sait qu'il a été traîné tant de temps, qu'il a subi tant de temps à l'air, qu'il a été remis à l'eau tel jour, etc. Et ensuite, on espère qu'un pêcheur va recapturer cet individu, nous appeler et nous dire où il l'a retrouvé. Et comme ça, on pourra démontrer qu'un individu a pu survivre tant de temps après avoir subi tel type de conditions de pêche. Ça se fait de la même façon sur le poisson. Par contre, cette technique, eh bien, elle a quand même de gros inconvénients. C'est que le poisson ou la langoustine, une fois libéré, eh bien, c'est le fond de la mer qui leur appartient. Et la probabilité de les recapturer est très faible, et souvent trop faible pour avoir une estimation. On peut démontrer que oui, c'est possible, elle survit, mais on ne peut pas démontrer dans quelle proportion elle survit. Donc on a quand même creusé un petit peu l'idée du marquage et on a abouti au marquage acoustique, ou qu'on appelle aussi la télémétrie. Alors pour ça, on a travaillé en baie de Bourgneuf, qui est un environnement relativement fermé. On a travaillé sur la raie et ça nous a demandé un échantillon beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'on travaillait seulement sur 144 individus et on les a marqués d'une marque acoustique. Alors par contre, qui coûte beaucoup plus cher que les petites marques plastiques que je vous montrais tout à l'heure. Mais il s'agit d'émetteurs acoustiques. Et parallèlement, dans le secteur qu'on étudie, on va positionner, dans ce cas-là, c'était une quinzaine de récepteurs qui vont enregistrer le passage de chaque individu. Et comme ça, on va pouvoir marquer toutes les trajectoires des poissons qui ont été marqués et ainsi démontrer que grâce à cette trajectoire, on sait que ces individus étaient vivants. On en estime ainsi un taux de survie qui était de 49% dans le cadre de la raie brunette et qui a permis d'accorder une exemption au débarquement. Et enfin, une dernière technique qui est l'évaluation des réflexes et de la vitalité des poissons. Ce qui souvent est intuitif quand les pêcheurs ou les observateurs vont dire si cette espèce, c'est sûr, elle survit. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'au moment de le remettre à l'eau, on sait que le poisson est encore vivant. Et donc, on a approfondi cet aspect-là en essayant d'évaluer les réflexes ou le niveau de vitalité de ces individus qui sont rejetés grâce à une grille, c'est-à-dire qu'on est capable de dire ce poisson, il est plutôt en excellent, moyen ou bon état. Et parallèlement, on peut le tester. On peut le tester avec différents réflexes, c'est-à-dire qu'on prend le poisson et dans un bac d'eau comme ça, eh bien, on va le retourner, évaluer sa capacité à se remettre à l'endroit, on va le tenir par la queue, évaluer sa capacité à essayer de s'échapper, et on va faire comme ça, donner un score à chaque individu. Alors ça, c'est très bien, effectivement, c'est facile à faire et on peut évaluer un grand nombre d'individus comme ça. Par contre, ça ne nous donne pas de taux de survie parce qu'on ne sait pas ce qui se passe une fois que le poisson il retourne à l'eau. Quelle est sa capacité de récupération? On n'a aucune information là-dessus. Alors, on a travaillé avec cette méthode sur l'appli et on l'a couplée. Donc l'appli, c'était en manche. Et on l'a couplé avec une étude réalisée par les Anglais qui, eux, ont fait de la captivité. Et la captivité, on ne peut pas avoir un grand nombre d'individus parce que ça demande une infrastructure très importante. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est coupler la capacité d'un individu
qui étaient excellents, moyens ou mauvais, à survivre en captivité, et on a multiplié ça par l'échantillon, qui est cette fois en plus grand nombre, et pour lequel on a estimé la vitalité. Et avec ça, eh bien, on peut évaluer de manière beaucoup plus robuste une vraie survie à moyen terme, de la même façon que pour la langoustine, la captivité est réalisée sur 2 semaines. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la survie. Et dans le cas de l'appli, cette étude a abouti effectivement à une exemption à l'obligation de débarquement, puisqu'on atteignait, selon les saisons, entre 45 et 66% de survie. Merci Sonia. Bon, donc c'était évidemment un sujet très important parce que quand on parle d'animaux qui passent au travers de dispositifs sélectifs et autres, ou qu'on remet à l'eau, quel que soit le cas est différent évidemment puisque c'est simplement ce qui est sur le pont que l'on remet à l'eau, mais c'est évidemment un critère très important et c'est pris en compte par la réglementation a priori. Donc, voilà. On passera aux questions plus tard. Hein. Je pense qu'on va continuer avec Christophe Corbière, donc là on va rentrer dans la technologie plus high-tech, on va dire. Bonjour à tous. Donc on a vu l'impact de la sélectivité à travers les systèmes de capture, la survie derrière la capture. Et en fait, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la prise en compte de cette problématique de la sélectivité en amont de la capture. Alors, on s'est lancé chez XBlue, on s'est lancé il y a maintenant presque 10 ans dans un challenge compliqué qui est d'arriver à offrir en temps réel aux patrons pêcheurs une information suffisamment pertinente pour prendre des décisions qui impactent sa méthode de travail, sa rentabilité éventuelle, de manière à limiter les rejets et à essayer d'optimiser la capture réalisée vers les espèces pour lesquelles il a du quota ou pour lesquelles il a de la valeur commerciale à en tirer. Donc on a globalement 3 conditions principales. La première condition à remplir dans ce challenge technologique, c'est d'arriver à assurer une mesure suffisamment élargie, vaste autour du navire pour avoir une vue objective de l'ensemble de l'environnement, donc halieutique et environnement écosystémique. Le deuxième point capital, puisqu'on parle de sélectivité, c'est d'arriver à atteindre quasiment le plus souvent possible la détection individuelle du poisson. Donc pour cela, il faut de la résolution dans la colonne d'eau, donc des méthodes acoustiques qui permettent d'aller jusqu'à la résolution individuelle. Et enfin, parce qu'évidemment, on doit gérer des erreurs de mesure et des facteurs physiques dans le milieu sous-marin qui sont extrêmement compliqués à gérer, on veut aussi s'appuyer sur une analyse très très quantitative des échantillonnages qu'on va pouvoir réaliser. Donc ces 3 valeurs sont pour nous essentielles et on a essayé de travailler sur ces 3 axes-là. Alors, l'engin qu'on a développé, c'est un système que l'on baptise sonar tridimensionnel. C'est en fait une technologie multifaisceau volumique dans les 2 plans du navire, dans le plan axial et transversal du navire, qui permet d'obtenir finalement un pixel 3D, en imaginant le pixel de votre écran d'ordinateur, mais vous l'imaginez en 3D, le voxel 3D, de l'avoir le plus fin possible. Et ce dispositif nous permet d'atteindre 0,6 m3. Donc, vous imaginez un cube de 0,6 m3, et le but étant d'avoir le plus souvent possible un seul poisson à l'intérieur pour avoir une mesure individuelle. C'est un dispositif qui s'installe sous la coque d'un navire de manière classique comme un sondeur, de manière assez simple donc.
et qui va pouvoir couvrir, dans le cas du chalutage, un vaste volume qui ressemble à une espèce de cône de 120 degrés par 120 degrés, donc 120 degrés de l'avant à l'arrière et 120 degrés de tribord à bâbord. La résolution, donc on a parlé de la résolution spatiale de 0,6 m3 et également une autre valeur qui est la résolution radiale, donc en distance du capteur vers le poisson ou vers le fond de 7 cm. Alors, si on regarde l'état de l'art des équipements actuellement disponibles couramment sous les navires, on trouve classiquement des sonars omnidirectionnels, donc c'est une ombrelle 360 degrés avec une ouverture de 7 à 10 degrés, donc qui permet de visualiser autour pour faire de la recherche longue distance ou courte distance, mais donc qui est localisé dans un plan de 7 degrés. On trouve aussi des sondeurs verticaux qui ont l'avantage de voir vers le bas, notamment le fond, mais qui sont limités en ouverture angulaire, donc verticale, sous le navire. Navire qui bouge beaucoup, donc aussi tout ça est à moduler avec une orientation qu'il faut éventuellement compenser des mouvements de la plateforme. Et ce qu'on a voulu faire, c'est ça, c'est-à-dire un cône de visibilité beaucoup plus élargi, donc qui fait en fait 120 degrés, qui va pouvoir démarrer le plus tôt possible sous le bateau. On pense notamment à l'impact pour l'évaluation objective des espèces pélagiques. Le maquereau qui peut être très très proche de la surface et qui à ce jour manque d'évaluation réaliste. Et on a ici un résumé de ce qu'on obtient comme volume surveillé sur une distance de 100 mètres de profondeur, donc sur une colonne d'eau de 100 mètres de hauteur. On atteint 4 millions de mètres cubes d'eau surveillée. Et pour donner un ordre de grandeur sur le progrès en termes de volume d'eau surveillée, vous avez à côté les 65 000 mètres cubes classiques d'un sonar omnidirectionnel ou les 4 000 mètres cubes du sondeur vertical. Donc on fait vraiment une marche, un bond en avant en termes de volume surveillé. Et une autre valeur importante, comme on l'a évoqué, c'est la résolution tridimensionnelle, donc le pixel 3D dans l'eau de notre cellule de résolution. Dans le cas que vous voyez à l'écran, on est sur un sondeur classique, donc de 7 degrés d'ouverture. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on aura la détection de N poissons dans cette cellule de résolution due à la largeur de la cellule de résolution. Bon, typiquement, 100 mètres de profondeur, en général, les sondeurs offrent un volume de 6 mètres cubes. Face à cela, ce qu'on a développé, c'est la possibilité d'avoir donc cette fameux pixel de 0,6 mètres cubes qui permet de mesurer la plupart du temps un seul poisson par poisson. Et ça, c'est la clé de tout. C'est la clé d'une capacité technique à pouvoir faire de la classification. On va voir en détail après. Alors évidemment, si on se contente d'un seul faisceau de 1,6 degré, donc qui présente 0,6 m3 de surveillance, vous allez me dire que c'est extrêmement petit. Donc on a multiplié les petits pains de manière à avoir une couverture très large. Donc on n'a pas un faisceau, mais on a mis en place un réseau de 64 faisceaux par 64 faisceaux. Donc au final, on couvre plus large et on couvre 10 fois plus résolu dans la colonne d'eau. Bon, ces deux facteurs sont essentiels. Bon, voilà un comparatif des différents volumes surveillés, le pixel de résolution des différents systèmes existants. Et donc maintenant, comment on va s'y prendre ? On va procéder à de la mesure de cibles individuelles. Donc le TS en anglais, ça veut dire Target Strength, qui est l'indice de cible individuelle, insonifié. Et on a un spectre qu'on peut étaler comme ça, des échos les plus forts aux échos les plus faibles, avec le thon à droite et le maquereau à gauche. Voilà. Et à partir de cette logique-là, on va proposer aux patrons pêcheurs une capacité de compréhension des espèces en présence. La première tâche consiste à extraire l'intégralité de la colonne d'eau, de présenter une cartographie tridimensionnelle de l'ensemble du banc, donc comme je disais en préambule, pas seulement sous le navire, mais l'ensemble de l'environnement autour du navire, donc à concurrence de 120 degrés au total, donc 60 degrés de chaque côté. Et ensuite, ce banc global qui est pris en compte, qui est extrait, on en tire un spectre de réponse acoustique, donc calibré, ça c'est aussi un point très important, absolu donc, reproductible, quel que soit l'appareil, quel que soit le navire. C'est-à-dire le même dispositif d'un navire A ou sur un navire B présentera les mêmes réponses.
Et enfin, à partir de là, on va en tirer une classification par le biais d'un outil statistique qui va extraire chaque classe, on appelle ça des classes de poissons, chaque classe correspondant à une gamme de réponses. Alors, ça marche, vous allez le voir, relativement bien. Il y a des cas particuliers. Alors, je reviens à la slide d'avant. Le cas particulier qui peut se présenter, c'est qu'on peut avoir du hareng avec du chinchard qui présente des réponses acoustiques très très similaires. Et dans ce cas-là, il est difficile de faire le distinguo. Bon, mais ça, ce sont des cas un peu particuliers. Alors, la prise en compte globale des bancs permet d'avoir non seulement bien la totalité des individus présents dans un banc, mais également de comprendre le comportement. Puisque ça, c'est aussi un point d'information intéressant pour l'armateur, pour le patron, c'est de voir comment se comporte le banc de poissons. Et notamment pour les espèces pélagiques, puisque les espèces pélagiques sont très dynamiques, et on peut voir des erreurs d'évaluation ou d'estimation du patron ou de choix de navigation, de stratégie de pêche qui sont finalement erronées par le fait que le banc peut éviter soit le navire, soit l'engin de pêche. Donc ça, c'est important de donner cette information-là. Notre information importante, évidemment, c'est la répartition de ce banc dans l'écosystème. Là, on a un exemple d'un talus sur un lieu de pêche en Alaska où on a un banc de maquereaux du Pacifique, c'est un Latka maquerelle qui se situe sur le tombant et on peut voir comment il se distribue par rapport au lieu de pêche. Donc là, il y a, je dirais, du retour d'expérience, de la connaissance pour le pêcheur, de la caractéristique de sa zone de pêche. Voilà ce que ça peut donner sur du chalutage de fond, donc du poisson vraiment posé sur le fond. Là, ce qu'on voit, les petits points de poisson que vous voyez dans l'environnement, il s'agit d'une couche de 5 mètres de poisson au-dessus du fond, dans un environnement très cabossé, donc c'est à l'échelle 1, la verticale n'est pas amplifiée, donc c'est vraiment de l'échelle 1, et on voit bien qu'un chalut de fond est confronté d'abord à des zones dangereuses de chalutage, hein, puisqu'on peut avoir des risques d'incidents importants, donc de la casse, donc des coûts importants générés. Mais qu'également, l'intérêt de la pêche, pour lui, c'est d'être capable de faire des captures très ciblées, très ciblées selon les configurations du sol. Autre information importante, il s'agit de comprendre la nature du matériau du sous-sol, du sol sous-marin. Et là, on a une présentation d'une mesure de dureté du fond sur la partie gauche, avec des couleurs jaunes claires qui sont sur du dur, les couleurs mauves plus foncées, des zones plus molles. Vous voyez par exemple les bancs de sédiments mous qui sont de la vase avec du sable à côté, du ciment dur, lisse mais dur. Et vous avez sur la partie gauche de l'image ici une tête de roche que l'on voit bien apparaître sur la vue side scan, où on a la notion de rugosité du fond. Bon. Ça, ce sont des informations qui sont quand même très très intéressantes, à la fois pour la sécurité du trait de chalut, ou s'il s'agit de casier ou de filet, du placement des engins de pêche, et puis également la stratégie qu'il va pouvoir adopter pour placer son engin de pêche. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? En pratique, on a on a testé l'outil à travers le monde. Aujourd'hui, 80 systèmes sont installés dans différentes pêcheries, aussi bien pélagiques que chalut de fond, que seineurs également. Ici, vous avez un premier exemple que je voulais vous montrer qui concerne le distinguo entre le hareng et le maquereau. On arrive à identifier donc la réponse typique du maquereau par rapport à celle du hareng, et on attribue un code couleur. Donc en rouge, vous avez le banc de hareng, pardon. Rouge le hareng et le bleu, c'est le maquereau. Avec une capacité volumique, dans l'image d'en bas, on voit un banc de hareng en rouge qui est en train d'arriver sur les traves. Voilà. En même temps, proche de la surface, vous avez un tuyau, une espèce de tube en rouge qui est un banc de hareng tout allongé, qui était sur tribord du navire. Et l'image en haut, c'est le travaux pratiques, c'est comment on va pouvoir gérer la navigation du chalut pour sélectionner ce que l'on veut. Et la problématique de cette situation de pêche, qui est issue d'un exemple d'un navire anglais, un grand pélagique anglais de la société Lunar Fishing, était justement d'aller chercher le hareng
malgré qu'il soit confondu dans le maquereau. Et là, la technique employée par le capitaine, c'était d'immerger plus profond son chalut et de le faire remonter au dernier moment pour revenir au niveau du hareng. Voilà. Donc il y a différentes je dirais, méthodes à mettre en place et ces éléments d'information permettent vraiment au capitaine d'optimiser la gestion de l'ensemble de son, je dirais, navire plus gréement pour en faire un système global sélectif. Des résultats également en matière de chalutage de fond. Chalutage de fond, ici un exemple en Alaska, il s'agit d'une marée de 3 semaines sur 3 zones de pêche différentes, 1200 tonnes capturées de poissons bruts et des écarts. Donc, alors, première colonne, c'est le maquereau du Pacifique, le fameux Atka maquerelle. En bleu, l'estimation donnée en temps réel au patron pêcheur par le système CPX, et en orange, la capture réelle déclarée sur le logbook, et en tout cas non seulement déclarée sur le logbook, mais surtout validée par la production de l'usine qui était à bord. C'est un petit navire-usine de 55 mètres. Et ensuite, à droite, au milieu du redfish, POP, poisson plutôt de roche, et à droite, le code du Pacifique, le cabillaud du Pacifique. On voit qu'on arrive à des valeurs, à des taux d'erreur qui sont relativement faibles, pour du poisson qui est proche du fond, entre 0 et 10 mètres du fond globalement, et dans des zones rocheuses assez compliquées. Ça, c'est un résultat assez emblématique. On est assez content de ce résultat-là. Et puis, un autre résultat de fond, alors on revient en Europe, sur le nord de l'Écosse, autour des îles Shetland. Donc, il s'agit du navire Audacious. Ce navire-là a été mis en service il y a 1 an. Et David, le capitaine, était très très focalisé sur la sélectivité et optimiser ses traits de chalut pour avoir des traits les plus courts possibles. Sur cette vue, vous avez 3 couleurs. Alors les 3 couleurs représentent les 3 espèces qui sont là, donc le cabillaud, le haddock et le whiting, avec le cabillaud en jaune, les points en rouge c'est le haddock et les points en bleu c'est le whiting. Vous voyez la coloration, l'image est très très mixée, donc on a vraiment un grand mélange dans cette situation-là. Qui est confirmé par les pourcentages que vous voyez sur les barres graphes ici. Donc haddock majoritaire, haddock whiting majoritaire. Un petit peu de cabillaud, mais très peu. Autre situation, voilà, donc ça, on verra ça tout à l'heure, je vous montrerai une autre slide de ça, mais sur 4 jours de pêche, on arrive à des écarts qui sont, vous avez le résultat de l'ensemble de la marée, donc tous les traits de chalut, vous les avez ici, et le résultat de la marée nous donne moins 15% sur le code, on est sur à plus 11 et plus 10 sur le haddock et le whiting. Je précise que, vous voyez le numéro de marée, ça commence à la marée numéro 4, et la marée et le trait donc 1, 2 et 3 ont servi à confirmer la calibration de ces classes en collaboration avec le patron, c'est-à-dire qu'on va sur du banc le plus pur possible, et sur le système CPX, on voit si on est pur ou mélangé, comme on vient de le voir sur l'image, et ce trait pur, on regarde le résultat, et on associe le résultat à la signature acoustique qu'on a obtenue. Et en procédant comme ça, de manière très très simple, on obtient ce résultat-là en 3 traits de calibration, pour ensuite avoir une marée qui représente 10-15% d'erreur. Autre exemple en classification de thon, là on est sur du comptage de thon. Alors l'objectif c'est de faire du comptage de thon et de voir quel est le pourcentage de gros poissons et de petits poissons, hein, pour cibler les gros, parce que ça c'est aussi une des contraintes réglementaires qui arrivent, c'est de cibler les gros poissons. En matière d'anchois ou de bolinches, également ça fonctionne. On a expérimenté ça sur des bolincheurs espagnols, j'espère bientôt sur des Français. Et vous avez la capacité de faire une analyse entre le pourcentage de juvéniles et le pourcentage d'adultes. Et le contrôle de l'ensemble de la pêche avant la capture et après la capture. Là, il se trouve que vous voyez l'image dans le filet de 400 grammes d'anchois. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, on peut vraiment, à partir de cette technologie, développer des stratégies de pêche. Une stratégie de pêche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'optimiser le placement du chalut, c'est de choisir des zones où on a du poisson plutôt monospécifique, enfin des bancs monospécifiques. Premier exemple, mélange, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le code, le haddock et donc le whiting. Deuxième exemple, même navire, autre trait de chalut, on a du cabillaud quasiment pur, donc on n'a que du point jaune, alors que tout à l'heure, les points jaunes étaient largement minoritaires, et là maintenant, on les a largement majoritaires. Bon, donc on peut cibler, et je dirais qu'en conclusion, il vaudrait mieux
On peut adopter la méthode qui consiste à faire une reconnaissance sur la zone et ensuite de venir travailler sur le banc qui est le plus pur possible. Les marges de manœuvre de bénéfices pour les armateurs sont de l'ordre possiblement de 30% en termes de diminution de temps de chalutage ou d'augmentation de la rapidité du remplissage du chalut à temps identique. Et puis en termes de coûts d'exploitation, bien sûr, on peut imaginer qu'on peut franchement diminuer les impacts du chalut sur le fond, l'impact dans l'écosystème, et il faut se souvenir que moins on passe de temps à chaluter, moins on a évidemment d'occurrences, malgré les dispositifs très sophistiqués de grilles, d'échappement, etc., d'avoir l'occurrence de bycatch. Donc voilà un petit peu l'état de l'art aujourd'hui, et l'ensemble de la flotte de navires équipés nous fait ces remontées d'informations-là. Ça s'adresse à des patrons qui ont envie de s'investir pour arriver à tirer ces résultats de ces informations. Évidemment, si on regarde l'écran et qu'on ne fait rien derrière, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, merci. Merci beaucoup Christophe, donc c'est très prometteur évidemment, autant en pélagique qu'en chalut de fond, donc c'était très intéressant. Et je vais en profiter peut-être on parle souvent de la sélectivité bien sûr sur les engins de pêche, comment avoir des dispositifs sélectifs sur les engins eux-mêmes, mais la sélectivité ça peut être plusieurs choses, bien sûr la sélectivité en amont, hein, donc vraiment de se dire avec ce type de système de pouvoir identifier les espèces et les tailles que l'on veut capturer ou pas, bon, et tout ça va encore beaucoup progresser probablement, mais c'est vraiment très important de ne pas capturer si on en veut, si c'est pas une espèce ciblée ou une taille ciblée. Et puis, alors, bon, il y a les dispositifs sélectifs, mais il faut jamais oublier non plus qu'il y a aussi la réflexion sur les zones et sur le temps, quoi, ce que les scientifiques appellent l'approche spatio-temporelle. Hein, si vous savez qu'à une période de l'année, il y a des reproducteurs dans une zone ou des juvéniles dans une zone, le pêcheur lui-même, avec son comportement sélectif, et beaucoup de pêcheurs le pratiquent fréquemment, évite des zones à une période de l'année parce qu'ils savent qu'il y a trop de petits, trop de juvéniles, etc., quoi. Donc c'est une chose. Alors ça peut être aussi réglementaire éventuellement, mais c'est vrai que déjà le pêcheur aussi peut avoir en amont, et l'a souvent, un comportement sélectif comme celui-là. Et puis également, il y a aussi la dernière technique d'éventuels changements d'engin, mais là c'est une autre affaire, quand on cible vraiment des espèces particulières, réfléchir sur d'autres types d'engins de pêche, mais là il faut vraiment une approche très approfondie, bio, techno, socio, économique. Voilà, donc c'était le petit rappel sur la sélectivité parce qu'on l'oublie souvent. Et Christophe nous permet vraiment de l'illustrer. Alors, à mon tour, ça. Voilà, donc moi je vais vous parler de lumière et de voir si potentiellement la lumière peut améliorer la sélectivité de dispositifs sélectifs. Alors, d'abord un petit balayage d'utilisation très connu de la lumière pour la pêche. Le plus connu, c'est bien sûr la pêche à l'encorné à la lumière, hein, à la turlute, qui se pratique beaucoup au Japon. Vous voyez des bateaux très éclairés comme ça. Et ça peut être... ici, vous avez sur la photo, vous avez le Japon à gauche de jour, vu par satellite, et vous avez l'image du Japon éclairé la nuit, et au large, là dans le cercle, vous voyez les bateaux qui pêchent à la turlute. Donc il y a vraiment un effet de flotte, d'éclairage de la flotte qui fait que l'encorné est attiré et reste là, quoi. Et malheureusement, ça peut expliquer des expériences malheureuses qu'il y a eu par certains professionnels ici en France qui ont investi sur de la pêche comme ça, avec de la lumière, avec du matériel japonais, mais qui était trop isolé probablement, quoi. Mais il y a un potentiel. Et bon, là, le principe, il est très simple. On éclaire de chaque côté du bateau. Et en fait, l'encorné, il est attiré par la lumière, mais on ne le pêche pas dans la lumière. On le pêche sous le bateau, parce qu'en fait, il y a comme une barrière de la lumière, donc on ne le pêche pas dans la lumière. Mais il est attiré, il vient de loin au départ. Et alors, on parle souvent de cette pêche aux céphalopodes, à l'encorné en particulier, mais au Japon, il y a le jigging, la turlute, on vient d'en parler, mais la lumière est aussi utilisée pour la pêche à la canne, à la palangre, au filet soulevé depuis le bateau, et puis aussi à la scène tournante, à la bolinche. Hein. Tous ces diapos-là, c'est un collègue, le professeur Harimoto, qui nous avait fait cette présentation-là, mais je trouvais ça intéressant de présenter ça aujourd'hui.
Petit rappel. Et puis, donc, il y a aussi, et en particulier pour la scène tournante, pour la Bolinge, on voit ce type de lumière que vous voyez qui est immergée dans la Seine. Alors, tout ça pour dire, par contre, qu'en France, la lumière est interdite pour la pêche. Hein, et que, sauf au Lamparo en Méditerranée, hein, avec une scène tournante et un seul bateau qui peut porter les lampes, et puis aussi, éventuellement, en dérogation, nous, même à l'Ifremer, on a contribué à obtenir ces dérogations pour la pêche à la turlute dont on a parlé, mais il y a vraiment l'effet de flotte qui est important dans ces cas-là. Voilà, bon, vous avez sûrement vu des choses dans le marin sur des pêcheurs qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont mis un peu de lumière dans de la Bolinge, justement. Alors, ils ont fait beaucoup de rades royales, mais voilà, donc c'est pas autorisé. Alors ensuite, quelques constats d'abord sur la lumière et sur la perception de la lumière par les poissons en particulier et crustacés également. Donc d'abord, la sensibilité de l'œil d'un poisson dépend vraiment de la profondeur de son habitat. Et vous allez voir pourquoi. Et puis ensuite, la réponse du comportement du poisson vraiment en face de la lumière va être très dépendante, bon, on s'en douterait, des espèces bien sûr, et puis de la longueur d'onde, de la couleur de la lumière. Bon, un exemple, mais sur le bar, on sait qu'il y a un effet fort, c'était vu en essais très expérimentaux, ça, mais de la lumière bleue et vert qui avait un effet répulsif sur du bar. Mais il y a aussi, bon, ça c'est assez connu, les poissons pélagiques, beaucoup de poissons pélagiques qui vont être attirés par la lumière. Bon, ça, c'est des choses que l'on sait. Alors, ça aussi, c'est très connu, mais les plongeurs le connaissent bien, le savent bien. Mais vous avez la disparition. Donc, ça, c'est les couleurs, la disparition des couleurs sous la mer en fonction de leur longueur d'onde. Bon, ce qui est bien connu, c'est que le rouge disparaît très vite dans les 5 premiers mètres. Hein. C'est pour ça que quand on est au fond, on voit beaucoup de bleu, beaucoup de vert, que vous voyez qui vont beaucoup plus profond. Et en fait, la physiologie des yeux des poissons s'adapte à la vision des couleurs qu'il y a dans leur environnement. C'est-à-dire qu'un poisson qui vit à 100 mètres de fond, eh ben, il va avoir des bâtonnets, son œil va être physiologiquement construit pour bien voir le bleu et le vert, quoi. Alors ensuite, souvent on parle d'attraction par la lumière, ça peut quelquefois dépendre de l'attraction des proies. Il y a eu, ça a été montré en Norvège en particulier, avec l'exemple du cabillaud dans des nasses, et où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait du petit zooplancton qui venait attiré par la lumière, et les cabillauds venaient manger le zooplancton, mais pas forcément directement attirés par la lumière. Il y a aussi pas mal d'effets plutôt répulsifs qui sont observés, donc j'y reviendrai. Et voilà. Et puis aussi, et vous allez le voir aussi, je prendrai un exemple, mais la lumière peut également permettre d'augmenter les captures de crabes ou de crevettes dans des casiers. Donc voilà, un peu pour ces constats, pour ce que l'on sait. Alors maintenant, donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la sélectivité des engins? Alors, bon, déjà évidemment, quand on parle de pêche à la turlute, c'est déjà extrêmement sélectif, hein, évidemment. C'est une pêche très sélective. Alors ça, ce sont des travaux qui ont été menés par notre collègue Barry O'Neill au Marine Lab à Aberdeen. Bon, des résultats, bon, je vous les cite comme ça, mais où il a séparé un chalut en deux avec donc, ce qu'on appelle une nappe séparatrice et éclairé l'avant de la nappe séparatrice avec un cordon de LED. Hein. Bon, dans ce cas-là, les aiglefins, merlans, les grondins, la plie, la limande, etc., allaient plutôt dans la partie inférieure. Bon, ça donne rien sur l'attractivité, sur la répulsion du système. Enfin bon, c'est une information. Et puis quand il a mis la lumière sur le bourrelet, comme vous voyez à droite, il y avait plus d'aiglefins et de grondins et de limandes dans la partie inférieure. Bon, c'est un résultat, mais enfin bon, c'est une information. Après, ce qui aussi, il a fait ensuite des essais avec une grille éclairée, comme vous le voyez donc sur l'image de droite, et avec donc une quantification des poissons qui passent au travers de la grille quand les poissons sont dessous et quand les poissons sont dessus, quoi. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il a montré qu'il y avait plutôt un effet attractif sur l'aiglefin. Donc souvenez-vous-en, parce que je vais vous en reparler après. Effet plutôt attractif sur l'aiglefin. Merlan, un effet plutôt répulsif. Bon, voilà. Ça a été observé. Alors cette étude-là est très intéressante du SINTEF, ce sont des essais de stimulation avec des stimuli, on va dire, dans la rallonge, la partie droite du chalut, sur les espèces de gadidés en particulier qu'ils ont là-bas, donc une pêcherie de cabillaud et de haddock en particulier. Cabillaud aiglefin. Alors, premièrement, stimulation mécanique. Ok, je vous le montre parce que c'est dans les résultats. Donc là, ce sont simplement vous reconnaissez un cylindre en mailles carrées, hein, des mailles qui sont là sans nœuds, mais qui sont autour. Et vous avez des flotteurs qui vont peut-être effrayer le poisson, bloquer le poisson, on ne sait pas. Donc voilà, c'est le principe en tout cas de ces essais, stimulation mécanique, et puis stimulation avec des LED.
Et là, vous avez en haut le comportement des aigles fins et en bas le comportement des cabillots. Vous reconnaissez le même cylindre et avec des LED vertes. On utilise souvent pour les essais actuels parce que c'est très compliqué de multiplier les longueurs d'onde, mais bon, c'est les couleurs a priori que les poissons de fond, comme je l'ai dit au départ, étaient plus auxquels ils étaient le plus sensibles a priori. Donc c'est souvent ces couleurs-là qui sont utilisées, le vert. Et là, vous avez en haut, donc en fait, ce qui est écrit en dessous, c'est que les cabillots sont comme arrêtés par les lampes là, qui sont mises au milieu de la rallonge. Et puis les aigles fins, eux, ont plutôt un comportement de fuite et, vous allez le voir, auront tendance probablement à sortir par les mailles carrées. Et c'est ce que vous avez là-dessus. La première ligne, c'est sans stimulation. La deuxième, c'est avec la stimulation mécanique. Et la dernière, en bas, c'est avec les LED. Alors vous avez l'aigle fin à gauche, et donc sans stimulation, pardon. Alors là, vous avez des courbes typiques de la sélectivité, hein, pour ceux qui connaissent, mais vous avez en fait, c'est une probabilité de rétention. Plus vous montez, plus vous avez une probabilité de rétention dans le chalut. Et en abscisse, en bas, vous avez les tailles, et donc évidemment, plus la taille grossit, plus il y a une probabilité de rétention haute, et on va vers le 1, et avec le plateau que vous avez en haut, quoi. Et quand la courbe est bien droite, et là, on a vraiment un dispositif sélectif efficace, quoi, qui laisse échapper les petits. Hein, voilà. Donc en haut, par rapport à ce que je viens de dire pour l'aigle fin, pas de sélectivité ou quasiment pas. Avec la stimulation mécanique, quelque chose de très amélioré déjà sur la deuxième courbe à gauche. Et puis celle du bas, là une bonne sélectivité améliorée avec les LED. Donc ça confirmerait l'aspect répulsif sur les aigles fins dans ces essais-là. Oui, c'est ça, lui avait dit attractif. Par contre, Barry a eu des conclusions plutôt sur l'attraction. C'est là que il y a beaucoup d'études qui sont en cours, mais il y a aussi des résultats contradictoires un peu. Mais c'est tellement lié à la saison, à l'espèce que il y a tellement de paramètres qui interviennent que c'est quelque chose de complexe. Mais en tout cas, ici, on a plutôt un effet répulsif sur l'aigle fin qui va s'échapper au travers des mailles carrées et donc donner une meilleure sélectivité avec les LED. Pour le cabillaud, vous voyez rien d'intéressant parce que les cabillauds, ils s'échappent pas, ils s'arrêtent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un essai, l'aigle fin, on a des pêcheries bien sûr qui en capturent. Et voilà. Et puis dernier exemple comme ça sur les crevettes, donc sur des casia crevettes en Suède, vous avez à gauche, vous avez la capture de crevettes avec l'appât naturel habituel qui est du hareng. Et après, vous avez différentes longueurs d'onde avec des lampes à LED sans appât, absolument sans appât. Et vous voyez qu'il y a plus de crevettes de capturées avec la lumière sans appât qu'avec l'appât traditionnel lui-même, quoi. Et puis à droite, alors eux, ça les intéressait pas, c'est leur prise accessoire. Pour nous, ça pourrait nous qui travaillons sur les nasses à poissons, Sonia travaille sur les nasses avec Fabien qui est dans la salle aussi, sur les nasses à poissons. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici des captures, c'est la même chose, hein, le hareng en bête en appât, et puis les lampes toutes seules. Et vous avez par exemple le Seiss, ça doit être le lieu noir, hein, donc avec une capture assez importante. Il y a des écarts bien sûr, mais enfin on voit bien que pour tout, il semble qu'il y ait une capture assez importante de poissons avec des lumières seules. Voilà, bon, ça c'est un petit balayage rapide de quelques résultats. Alors en termes de perspective, on a le projet Cellux qui est en cours, auquel je participe, qui est donc avec le From Nord qui est porteur, le Drezen, SafetyNet qui fabrique les lampes Pisces, et puis nous-mêmes la l'Ifremer. Et donc ce projet là, vise en fait à améliorer la sélectivité du panneau à mailles carrées Merlan de 80 mm qui est réglementaire en mer du Nord, quoi. Et alors nous avons fait différents essais qui se continuent actuellement. Donc les essais en bassin. Là vous voyez les lampes. En fait vous voyez un cylindre en maille ouverte en T90 avec des lampes qui ont été mises dessus. Bon, ça c'est la position la plus immédiate bien sûr, de se dire on va mettre des lampes et puis on va les attirer peut-être le poisson vers les mailles carrées. Mais avec tout ce qu'on a vu précédemment, on pouvait douter, on peut se dire mais ça serait bon si c'est attractif. Si par exemple pour le merlan qui est la principale espèce qu'on veut laisser échapper. Mais si c'est répulsif, ça serait pas terrible, quoi. Alors, on l'a testé à différents niveaux avec du T90, hein, cette fameuse maille tournée que vous connaissez sûrement bien maintenant. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui déjà. Donc, les mailles carrées, les mailles tournées à 90 degrés. Et on a un cylindre en maille T90 et on a éclairé en haut, en bas et au milieu. Alors là, je peux vous montrer. Alors c'est dans des conditions manche ouest, hein, au mois de mars, donc il y avait une turbidité assez importante, mais vous avez les lampes au-dessus.
des lampes qui s'allument quand on les met à l'eau et qui s'éteignent quand on les ressort. Hein. Ah, pardon. Ah ben oui, donc là, est-ce que je peux faire quelque chose? Je n'ai pas vérifié le film. Ah, pardon, je pense savoir ce qu'il faut faire. J'espère que ça va marcher comme ça, oui. Ouf. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, bon, c'est caméra noir et blanc pour être très sensible, hein, sans lumière rajoutée évidemment. Et là vous avez donc on est en T90 et vous avez bon, les harengs a priori bon, qui sont plutôt attirés par la lumière. Voilà, bon ça c'était des observations préalables que nous avons faites. Et je vais vous en montrer, voilà, je vous laisse voilà, les poissons qui s'échappent. Je vais vous montrer là une petite vidéo avec donc là où on a mis les lumières en bas. C'était vraiment des observations préalables qui vont guider les essais que l'on va mener là à l'automne et au printemps prochain. Voilà, donc ici je peux l'agrandir un peu peut-être. Ah, je sais pas, il y a de la lumière dessus, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Bon, on voit là on est sur du merlan, et des merlans qui, alors vous voyez la lumière qui pousse, qui éclaire vers le haut, et a priori ça pourrait confirmer un peu que les merlans sont quand même plutôt poussés vers le haut. C'est ce que l'on a testé par la suite, vous allez voir. Et puis on a une dernière image comme ça, une petite vidéo, très courte. Là, avec les lampes au milieu. Je vais le laisser comme ça, je pense qu'on voit aussi bien. Et là, bon, sur ces images-là, on a du merlan aussi, et effectivement, on a plutôt l'impression qu'ils rasent un peu les murs, quoi, qui ne sont pas à venir taper évidemment sur les lampes, mais on les voit plutôt passer, vous voyez, sur le côté, vraiment plutôt s'éloigner de la lumière. Bon, c'est une observation. Alors après, on a fait des essais autres, où on a comparé. Voilà, donc ça c'était les premiers constats. Et on a testé aussi, on continue de tester un fil phosphorescent parallèlement aux lampes, donc c'est indépendant, on ne met pas de lampe dans ce cas-là, un fil phosphorescent qu'on appelle le Brest Glow, hein, fabriqué par le Dresden, qu'on a testé en position haute et basse également. Alors là c'est difficile de faire des images en mer avec ça, mais je vais vous montrer ce que l'on a fait comme test. Donc on a comparé d'abord le panneau le T90 avec et sans lampe, hein. Donc en fait on a, comme vous le voyez sur l'image de droite, on a coupé en deux, on a mis d'un côté des lampes, de l'autre côté pas de lampes. Alors évidemment il y a une certaine influence, mais en tout cas ça nous a donné une idée. On a fait du comptage qu'on n'a pas, Julien reviendra sur le comptage automatique, mais on a fait du comptage manuel et on a eu plus d'échappements dans la partie sombre. Donc ce qui encore conforterait le fait que la lumière pourrait être un peu plus, sur le merlan, plus répulsive qu'attractive. Et puis on a fait la même chose avec le fil phosphorescent, sauf que là on ne pouvait pas faire de comptage. Même si on voit le film lui-même, on ne peut pas voir les poissons. On voit le fil phosphorescent, mais on ne voit pas les poissons. Et donc là on a mis des poches. Ça c'est des essais dans le bassin de Brest, mais des poches sur le panneau bâbord, le panneau tribord. On a inversé en cours de marée, bien sûr, pour avoir le même nombre côté bâbord, côté tribord, avec du fil phosphorescent en dessous en maille T90. Et là, ce que l'on a observé, c'est aussi de nuit, en tout cas sur le fil phosphorescent, moins d'effet de jour, mais de nuit, on a aussi observé plus d'échappements au travers des mailles sombres que des mailles phosphorescentes. Alors, en fait, ce que l'on a décidé de faire, donc, on a plutôt des effets répulsifs sur les deux, donc qui confirment ce qui avait été observé autrement. Et donc, dans les essais que l'on va mener là au mois de novembre et puis l'année prochaine, donc là, on a décidé de mettre les lampes dans la partie basse avec le panneau de maille carré au-dessus et espérer que les merlans soient plutôt poussés vers le haut voilà. Donc ça peut marcher. Bon, évidemment, il faudrait faire beaucoup d'essais en mer, mais c'est assez intéressant. Et même chose avec le fil phosphorescent qu'on met dans la partie basse, quoi. Donc voilà pour le projet Celux. Et puis je termine sur ce dernier. Bon, c'est intéressant en termes de perspective. C'est un chalut laser virtuel. Donc là, avec l'objectif de limiter les impacts sur les habitats. C'est un brevet déposé et ça a été testé par nos collègues islandais. Hein. Donc là, l'idée, c'est de pêcher avec des rayons laser. Julien va nous parler de projets intéressants aussi derrière. Mais ils ont mis en fait vous avez une poche derrière et puis toute la partie avant est remplacée par des rayons laser, quoi. Et a priori, surtout les premiers essais qui ont été faits, ils ont pêché plus de crevettes avec les rayons laser que sans rayons laser, et avec bien sûr moins d'impact potentiel sur le fond, quoi. Voilà. Et en conclusion, donc bien sûr, la pêche et la lumière, l'utilisation de la lumière est bien sûr faite
pour le pêcher mieux, comme je l'ai dit et je le répète, elle est interdite en France sauf exception. Hein. Donc c'est beaucoup plus pour ça que pour le pêcher plus, bien sûr, donc pour la sélectivité, et puis parallèlement diminuer les impacts, limiter les appâts aussi. Il semble qu'il y ait un potentiel de limitation d'appâts, ce qui est quand même un vrai problème des techniques dites alternatives au chalut, hein, d'avoir des appâts. Et puis, bon, évidemment, tout ça lié aux aspects réglementaires de la lumière, hein, on en a parlé, je l'ai répété. L'intérêt des LED, évidemment, il semble il y a des réponses, en tout cas des espèces, toutes les études montrent qu'il y a une réponse. Après, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est attractive, répulsive, il y a des réponses. Et quelquefois, aussi, elles sont opposées avec des effets de saison, des effets environnementaux. Et puis, enfin, la lumière, c'est facile à dire de tester comme ça, de mettre de la lumière, mais il y a sûrement des années de travail, évidemment, pour mener à bien et utiliser ça, peut-être, pour améliorer la sélectivité. Et puis, bien sûr, il y a tout l'intérêt je fais la transition avec Julien, mais l'intérêt de nouvelles techniques de capture qui peuvent être basées sur l'observation optique hein, ou acoustique, avec le deep learning dont va nous parler Julien. Et puis, bien sûr, des stimuli divers qui pourraient être la lumière, par exemple, mais aussi d'autres types de stimuli, quoi. Voilà. Ça fait le lien avec ce que va nous dire Julien. Donc moi je vais vous parler un petit peu d'innovation dans le sens du machine learning. Aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui fait un bond assez énorme dans tous les domaines, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, et également dans les systèmes de sécurité aux aéroports. Et on est capable de faire des choses grâce aux puissances de calcul permis aujourd'hui par les GPU, donc les Graphical Processor Unit, qui sont vraiment beaucoup plus importants que ces dernières années. Du coup, on arrive aujourd'hui à une maturité de la technologie qui nous paraît, nous en tout cas à Ifremer, intéressante à ramener dans le monde halieutique. Donc, j'avais divisé la présentation en 4 parties, mais le contexte a pas mal été rabâché par mes collègues avant, donc je vais peut-être passer un peu plus vite sur la première partie du contexte. Ensuite, j'expliquerai ce qu'est le machine learning et globalement l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, puisqu'il y a vraiment une différence entre ces 3 techniques. Ensuite, je parlerai du machine learning pour la pêche durable et enfin les perspectives que ça peut offrir aux pêcheurs. Donc, le contexte, c'est la nouvelle politique commune des pêches avec notamment l'obligation de débarquement qui donc contraint les pêcheurs à réduire leur capture de poissons non désirés. Et également la pression des ONG, des citoyens et des politiques qui se fait de plus en plus forte, notamment sur les métiers du chalutage, pour qu'ils réduisent leur impact, que ce soit sur les espèces pêchées, mais également sur les écosystèmes. Donc il y a les problématiques principales du chalut, c'est que les espèces, comme l'a montré justement Christophe Corbière tout à l'heure avec le CIBIX, c'est que les espèces sont souvent mélangées spatialement et temporellement, donc on peut avoir au même endroit des espèces qu'on cible et d'autres qu'on ne cible pas. Et donc là, pour le pêcheur qui utilise un engin de pêche comme le chalut, c'est impossible de faire le tri sur le fond, ou alors c'est compliqué. On a bien vu avec des résultats de sélectivité qui sont des fois très bons, des fois un peu plus mitigés. Il y a également des espèces ciblées qui sont parfois plus petites que celles qui sont non ciblées. Donc parfois on va vouloir garder de l'aigle fin, de la morue, et laisser partir des poissons qui sont non ciblés, qui seraient encore plus gros que ceux qui sont ciblés. Et là, ça pose un problème au niveau de la mécanique. On ne peut pas laisser passer des gros poissons à travers les mailles et garder les plus petits. Il y a également un problème au niveau du comportement des poissons parce qu'ils ne cherchent pas toujours à s'échapper. Alors on peut leur proposer des panneaux mailles carrées, des grilles à langoustines et autres, et en fait des fois ils ne vont juste pas chercher à passer à travers les mailles sélectives qu'on leur propose. Donc il y a les techniques potentiellement, comme Pascal l'a montré, d'éclairer pour essayer de les forcer d'un point de vue comportemental à rentrer en contact avec ces dispositifs.
Un autre problème, c'est que le pêcheur, il est entre guillemets aveugle. Alors là, Christophe me dira plus maintenant grâce à nos systèmes, mais en fait, c'est vrai qu'ils vont traîner leur chalut pendant plusieurs heures et ils ont quand même globalement peu d'informations sur ce qui entre en temps réel dans leur engin de pêche. Et enfin, ils ne peuvent pas forcément interagir avec leur chalut, si ce n'est le positionner en hauteur au niveau de la colonne d'eau. Donc dans ce contexte, on a bien vu qu'il y a eu beaucoup de projets de sélectivité développés à l'Ifremer ou avec d'autres partenaires comme l'Aglia ou les pêcheurs de Bretagne. À chaque fois, on cible une zone géographique avec des espèces particulières et des espèces non ciblées qui sont aussi particulières. Les solutions apportées sont donc des dispositifs sélectifs, panneaux à mailles carrées, T90, des grilles, et j'appelle toutes ces solutions des solutions plutôt passives, puisque en fait, on demande aux poissons de passer à travers ces dispositifs sans forcément le contraindre. Et donc les résultats sont parfois bons, mais très souvent ils sont mitigés. Il faut faire un compromis entre ce qu'on va perdre d'un point de vue commercial et ce qu'on va diminuer au niveau des rejets. Donc c'est vraiment une problématique importante. Et pour illustrer le problème de sélectivité passive, je vais vous montrer des images qu'on avait fait avec un panneau à mailles carrées dans le projet Regem Select. Donc là, on voit un panneau à mailles carrées, donc il y avait du blanc et du noir. Donc là, on voit tout un banc de petits macros qui, normalement, faisait entre 10 et 15 cm. Donc c'était que du poisson que le pêcheur ne voulait pas garder. Les mailles étaient, au niveau des tailles, largement assez grandes pour que le poisson puisse passer à travers. Et ce qu'on voit, c'est que le comportement du poisson n'est absolument pas approprié à ce qu'il y ait une sélectivité qui soit un succès à la fin du trait. Et donc à la fin, ces poissons sont donc capturés malgré les mailles sélectives qui sont utilisées et malgré les efforts qu'on peut faire. Donc dans ce contexte, on a voulu savoir quelle réponse pouvait apporter le machine learning en termes de sélectivité. Donc on a fait le projet Game of Trolls pour Giving Artificial Monitoring Intelligence to Fishing Trolls. Ce projet a débuté en début d'année avec Marport comme partenaire pour tout ce qui était capteur embarqué, l'Ifremer pour l'application de la technologie des pêches, l'UBS et notamment le laboratoire IRISA pour la partie intelligence artificielle et enfin le comité des pêches du Morbihan. C'est un projet financé dans le cadre du FEAMP par l'Europe et par la FFP. Donc, il y avait deux objectifs principaux dans ce projet. Le premier, c'était donc de répondre à ce problème que le pêcheur était entre guillemets aveugle, donc de remonter de l'information en temps réel sur la capture qui entre dans le chalut pour pouvoir informer le pêcheur sur les espèces, les tailles et les quantités proportions des espèces ciblées et non ciblées. Et donc en fonction déjà si le pêcheur est capable de connaître ces informations-là en temps réel, ça pourrait éviter parfois de faire des traits de chalut assez longs sur des espèces qui ne sont pas forcément ciblées. Et le deuxième objectif, c'était une fois qu'on sait ce qu'on a dans le chalut, pouvoir être capable d'agir sur le chalut pour faire de la sélectivité active. Donc avant de rentrer plus en détail sur les résultats de ce projet-là, je voudrais revenir un petit peu sur ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant aujourd'hui de ce que c'est. Alors, avant d'expliquer vraiment la diapositive, l'intelligence artificielle, c'est vraiment essayer de donner à un ordinateur une capacité à résoudre des problèmes. Et pour ça, on peut soit coder de façon assez simple, je dirais, des règles qui vont faire que l'ordinateur va réussir une tâche. Dans ce cas-là, on code des règles qui vont se suivre pour lui dire, voilà, une table, par exemple, en général, il y a 4 parties droites et un plan plat, et donc ça ressemble à une table. Ou alors, il y a une autre approche qui s'appelle donc le machine learning. On ne lui donne pas a priori des règles qui font que ça c'est une table avec... voilà, c'est lui qui va... on va lui montrer beaucoup d'exemples de ce qu'est une table. Donc là, dans notre exemple, on va plutôt lui faire... donc là, ça va être un crustacé, donc une langoustine. On va lui apprendre en lui montrant des milliers d'images, ou voire même des millions d'images, de qu'est-ce que c'est une langoustine. Et donc à chaque fois, ce qu'on va mettre en entrée, c'est une image de la langoustine en lui disant « ceci est une langoustine ». On va regarder la réponse qu'il va nous donner, et en fonction, on va régler tous les boutons il faut voir en gros un algorithme de machine learning comme une table de mixage sur laquelle on va vraiment venir jouer sur beaucoup de paramètres jusqu'à ce qu'on obtienne le bon résultat et la bonne réponse.
Donc voilà, par exemple ici, on donne une image de chinchard et on va faire pareil, on va venir paramétrer tous les boutons jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse de l'algorithme qui va nous dire oui, c'est un poisson. Donc ça, en fait, la réalité, c'est qu'on va devoir donner donc comme je vous disais, des dizaines, des centaines, voire des milliers, même des millions d'images avant d'arriver vraiment à ce que la machine soit capable d'extraire les caractéristiques d'une classe, donc ici chinchard ou poisson. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas juste 10 boutons à paramétrer, c'est qu'en fait, il y a plutôt une centaine de millions de boutons. Il y a des dizaines, voire des centaines de catégories, et qu'il faut des millions d'exemples pour apprendre à reconnaître un objet, et que chaque objet nécessite des milliards d'opérations pour réussir à avoir un résultat. Donc ces opérations sont des opérations vraiment très simples, ce sont juste des additions ou des multiplications. Mais jusqu'ici, en fait, c'est ce que je vous disais un petit peu au début de cette présentation, c'est que le machine learning n'avait pas vraiment d'application à cause des verrous qu'on avait d'un point de vue technologique. On n'était pas capable de faire ces milliards d'opérations dans des temps, on va dire, raisonnables. Et donc la technologie n'était pas encore vraiment aboutie, on va dire. Donc, pour continuer un peu sur les explications, c'est quoi un réseau de neurones? Donc, déjà, c'est quoi un neurone? On pourrait dire qu'un neurone, c'était un des boutons qu'on avait sur la table de mixage. Et il va calculer une somme pondérée des entrées qu'il y a, qui sont donc soit les couches précédentes des autres neurones ou directement l'entrée de l'image. Et si la somme pondérée va passer dans une fonction d'activation, si cette somme est vraiment est supérieure à un seuil, alors la fonction va être activée, sinon le neurone ne va pas être activé. Donc voilà un petit peu le principe global de comment fonctionne un neurone. Et donc un réseau de neurones, eh ben, c'est plusieurs couches de neurones. Donc là, l'exemple qu'on voit ici, c'est pour du machine learning, on va dire. On a un réseau de neurones classique, entre guillemets, simple. Donc il y a une couche de neurones en entrée, une couche de neurones en sortie et une couche intermédiaire. Et dans le deep learning, donc le mot deep veut dire profond, c'est parce qu'il y a vraiment plusieurs couches entre la couche d'entrée et la couche de sortie. Et donc le hidden layer, là en fait, il y en aurait plusieurs. Et donc en fait, là ici, on va dire ceci est un chinchard. Et là, on voit que le réseau de neurones nous sort une sortie sardine. Donc là, comme il sait que c'était un chinchard qu'on lui avait mis en entrée, il va donc essayer de recalculer la dernière couche au niveau de tous ces boutons, tous ces réglages. Il va chercher à corriger cette erreur en modifiant tous les paramètres de la dernière couche pour essayer d'augmenter le score que pourrait obtenir chinchard. Et puis ensuite, il va remonter d'une couche encore pour essayer de continuer à retuner un petit peu chaque paramètre de sa table de mixage pour continuer à augmenter encore le paramètre des chinchards. Et donc sur un réseau de deep learning, il va comme ça remonter par rétropropagation toutes les couches du réseau de neurones pour obtenir le meilleur score possible sur la bonne classe. Et donc, pour finir, tout ça se fait tout seul. Hein. C'est pas nous derrière notre machine qui réglons tous les paramètres. Ça prend donc, c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, et ça peut prendre parfois sur certains réseaux jusqu'à plusieurs semaines de calcul sur des gros ordinateurs capables de plusieurs milliards d'opérations par seconde. Donc après normalisation, mise en place du réseau et apprentissage réussi, le réseau ressemble donc à ça. Et donc on va lui dire quelle est cette espèce en entrée. Et donc lui va faire toutes ces opérations à travers toutes ces couches de neurones et obtenir donc des scores de probabilité pour chaque concept ou classe. Et donc forcément la classe qui va être retenue, ça va être la classe qui aura eu le meilleur score de probabilité. Donc ici chinchard. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des applications potentielles du machine learning du coup pour une pêche plus durable. Donc, quand je parlais tout à l'heure du problème d'être aveugle quand on traîne pendant 3 heures, et ben, si on pourrait imaginer d'avoir une chambre vidéo par exemple quelque part dans la partie droite ou dans le chalut, qui nous permettrait donc de faire de la vidéo en temps réel de ce qui rentre dans le chalut, et avec justement un réseau de neurones entraîné au préalable, être capable de faire de la détection et de la classification d'espèces. Donc ça, on a travaillé depuis maintenant 8 mois avec nos partenaires
Et donc on arrive aujourd'hui, alors c'est pas une vidéo qui est en temps réel, là c'est juste une vidéo qu'on avait acquise au cours d'une marée à bord du navire océanographique Thalassa. Et donc là on peut voir que l'algorithme est capable de détecter, donc déjà de les détecter, ensuite de les classifier. Donc c'est 2 étapes, première étape de détection puis de classification. Après il y a des réseaux qui font les 2 en même temps. Mais en gros, on a fait cette phase d'apprentissage sur à peu près 3-4 mois. On a donné quelque chose comme 4000 exemples de chinchards, de sardines, de maquereaux et d'anchois à la machine. Et maintenant, elle est capable de classifier de façon plutôt robuste les espèces qui passent devant la caméra. Donc nous, maintenant, l'objectif, c'est de porter cette solution qui est dans nos bureaux vers du portable pour qu'on puisse embarquer ces algorithmes directement dans le chalut. Et donc on pourrait imaginer, donc là c'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler avec Marport, c'est d'imaginer un modem bidirectionnel acoustique qui serait donc implanté également sur cette chambre vidéo, qui remonterait de l'information directement au bateau. On ne peut pas remonter l'information vidéo en elle-même parce que c'est de la donnée beaucoup trop lourde. Donc ça nécessiterait un câble. Donc on peut imaginer des systèmes avec des câbles électroporteurs qui remontent de la vidéo ou de la donnée, mais c'est relativement très coûteux et c'est très fragile. Donc surtout pour du chalutage de fond, c'est un problème puisque on pourrait casser le câble assez facilement avec des croches ou autres. Donc imaginez un modem acoustique capable de remonter de l'information. Aujourd'hui, les pêcheurs ont déjà des capteurs acoustiques qui leur disent OK, vous avez 50 mètres d'écartement entre vos panneaux. Donc on pourrait très bien imaginer de remonter de l'information en disant vous avez 80% de telle espèce qui est en ce moment dans votre chalut. Et en fonction de si c'est de l'espèce ciblée ou non ciblée, la stratégie du pêcheur peut donc changer. Et enfin, donc, pour continuer, on pourrait imaginer que le pêcheur pourrait interagir avec son chalut en lui disant « Ok, ceci est un banc que je ne souhaitais pas garder, donc je t'ordonne de l'évacuer. » Et donc pour ça, on pourrait imaginer donc, des trappes pilotables dans le chalut avec des systèmes d'évacuation pour ne pas laisser, pour bloquer l'accès vers le fond du chalut aux espèces non ciblées. Et donc le chalut passerait d'un mode capture à un mode déviation pour faire évacuer tout un banc. On pourrait également imaginer que le chalut soit complètement autonome et donc il n'y a même plus besoin d'interaction entre la chambre vidéo, entre guillemets, l'intelligence qui serait au fond, et le bateau, et que le système prenne la décision de façon autonome de se dire ok, ce banc n'est pas désiré car j'ai été paramétré avec cette espèce comme étant non ciblée, alors je vais prendre la décision de fermer la trappe et donc d'empêcher ce banc de rentrer vers le fond du chalut. Bon, alors évidemment, je précise quand même que ce genre de solution n'est pas possible pour faire du tri à l'individu près. Ça serait vraiment des applications pour des bancs relativement purs d'espèces. Ça serait, on voit qu'il y a un banc composé à 90% d'espèces non ciblées, alors je l'évacue. Et ça ne serait pas possible sur des pêcheries où on a vraiment individu par individu des espèces qu'on veut garder ou pas garder. Donc voilà. Et donc pour terminer un petit peu sur les applications, on pourrait imaginer que finalement on ne fasse rentrer que les espèces qu'on souhaite. Et donc ici vous avez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là on peut voir, donc là dans le carré bleu c'est Nephrops, donc langoustine, qui est détectée par l'algorithme. Et donc là on est sur un fond non homogène, donc c'est vraiment le fond marin de la Grande Vasière. Et donc et là en vert on avait une galatée et en bleu donc une langoustine. Donc on pourrait imaginer un système sélectif directement en amont du chalut et être capable de faire entrer uniquement les espèces désirées. Mais alors là, pour l'instant, on n'y est pas du tout encore et il y a encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. Donc voilà, ce sera tout pour mon intervention. Merci beaucoup, Julien. On est vraiment dans des perspectives intéressantes là, donc je pense qu'on a beaucoup parlé. Alors on va vous donner la parole si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Il est déjà tard, hein, c'est vrai qu'on a pris du retard un peu. Non, pas de questions. Est-ce que vous voulez, est-ce que je me lance à en poser quelques-unes ou, ou alors on clôt là, c'est comme vous voulez. Peut-être, allez, tu parlais des tons tout à l'heure, on en a un petit peu discuté en aparté, mais une des problématiques sur le ton, par exemple, pour l'acoustique, donc on voyait très bien, c'était cet exemple là sur le ton tout à l'heure, sur les gros et les petits, quoi. Mais est-ce qu'ici, une des problématiques au chalut pélagique, c'est la pêche du thon, enfin du germon et puis du thon rouge. Est-ce qu'on pourrait imaginer, espérer un jour séparer justement vraiment les espèces on sait qu'ils ont des comportements un peu différents en surface, mais... Oui, l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est de la distinction de gros thons, de petits thons, donc du thon monospécifique, bluefin tuna, avec un dispositif installé en latéral, de manière à avoir un contrôle très proche depuis la surface jusque dans le creux. On a besoin de plus de retours d'expérience, mais on aimerait entamer ce genre d'initiative avec les armements qu'on équipe déjà, comme par exemple l'armement Bigoudin, et mener plus de mesures et voir si on peut arriver au résultat que j'évoquais tout à l'heure, également sur ce distinguo de deux espèces. C'est vrai que c'est un enjeu important, et les armements pélagiques, les armements bretons qui vont au thon en saison estivale, seraient effectivement très intéressés, je pense, pour avoir un dispositif comme ça. Ouais. Je pense que c'est pas irréaliste de l'imaginer compte tenu de ce que l'on connaît d'autres espèces actuellement et des résultats qu'on a obtenus. Okay, oui. Très bien. Est-ce que pas d'autres... Ah, vas-y. Juste pour compléter, effectivement, après une fois qu'on a différencié le thon germon du thon rouge, la problématique, c'est aussi d'arriver à les éviter, et ce qui n'est pas toujours aussi simple, effectivement. On a vu des très belles choses, etc. Également sur le machine learning, etc. Après, il faut arriver à ce que ça puisse être appliqué sur des bateaux de pêche, sur des petits, sur des gros, sur des fonds qui sont vaseux quand on n'y voit rien, de nuit, etc. Donc voilà, il faut effectivement être conscient qu'il y a plein de super choses qui sont présentées, plein d'ouvertures sur la lumière, etc. Il y a plein de choses super chouettes. Après, le travail reste encore parfois assez important pour arriver à ce que ce soit opérationnel sur les bateaux, quoi. Oui, je pense que le facteur humain est important. J'évoquais tout à l'heure le fait que les informations qu'on peut produire, quel que soit le dispositif, même le dispositif que tu évoquais sur l'identification optique dans le chalut, en fait, derrière, il faut qu'il y ait une action. Alors l'action, elle peut être automatisée, mais dans une phase intermédiaire, ça sera forcément une grosse implication de l'équipage. Et ça évoque aussi l'impact sociologique dans les méthodes et dans l'évolution des méthodes, des pratiques. Donc ça, c'est un point important. Et je voulais aussi rebondir sur le projet d'identification dans le chalut. On pourrait aller, on imaginer un peu plus loin, la corrélation entre ce que l'on peut faire sous le bateau en détection d'espèces et en l'amélioration de la connaissance de nos signatures acoustiques par la validation de ce qui rentre dans le chalut en temps réel. Donc là, il y a aussi une boucle vertueuse à mettre en place entre les dispositifs. Ça, c'est aussi une autre voie peut-être de recherche. Oui, tout à fait. L'acoustique peut se nourrir de l'optique quand on peut faire de l'optique, parce que l'acoustique fonctionne souvent dans beaucoup de conditions dans lesquelles l'optique ne peut pas fonctionner, quoi. Mais l'optique... Elle peut nourrir, par contre, l'acoustique quand on peut... Et l'optique dans le chalut étant potentiellement plus précise, puisqu'on est en proximité, il y a moins de biais, et c'est vrai que la détection acoustique sous le bateau reste très très compliquée. Oui. Et le deep learning, je peux s'appliquer tout à fait, enfin vous l'appliquez aussi forcément à l'acoustique, au signaux acoustiques de la même façon. Oui. Oui. Et aussi peut-être par rapport à ce que disait Thomas tout de suite, mais c'est vrai que moi par rapport au travail de Julien, mais il me semble, quand on voit des chinchards, par exemple, il y a les images de chinchards que tu as pu te donner à la machine, toi, à un moment on voit que c'est un chinchard, mais un chinchard qui disparaît dans des conditions où nous, humains, notre œil ne permet plus de le voir, mais la machine, comme nous l'avaient expliqué nos partenaires l'IRISA, l'UBS, mais il y a des conditions où finalement la machine arrive à voir
beaucoup mieux que nous. Nous, à un moment donné, on sait que c'est un chinchard, après il va prendre une autre position, on ne sait plus que c'est un chinchard, par contre la machine qui aura vu 4000 images ou 10 000 images, eh ben, elle saura toujours que c'est un chinchard, quoi. Pareil, je ne me trompe pas quand je dis ça, Julien. Ouais. Pas des questions? Tu as une question? Non. Pour la grille, Kitri, tu nous as, bon, t'as évoqué un peu l'échéance, mais enfin la suite maintenant, mais raisonnablement. Donc toi, tu penses qu'il faut refaire des essais, qu'il faut encore pour revalider, peut-être avec ce qu'on disait au niveau des problématiques de maillage, des choses comme ça, pour optimiser encore le système avant vraiment de l'appliquer. Bah après, donc appliquer la grille, déjà, c'est pas forcément applicable à tous les bateaux et tous les types de langoustiniers. En fait, c'est une demande, c'est-à-dire que là, les grilles, elles ont été enlevées fin septembre parce qu'il y avait des tests à faire sur les matériaux. C'était la fin de la saison de pêche. On avait dit que c'était pas la fin du projet, mais la fin des essais. Et les langoustiniers qui les ont essayés, ceux qui ont essayé sur la fin, nous ont dit « Ah ouais, ça marchait bien, bon là, on part au poisson, mais... on resterait bien l'année prochaine. Donc en fait, il y avait un intérêt. Du coup, moi je pense que c'est tout simplement une dynamique, c'est-à-dire que on parlait de changement de façon de travailler. Bon là, c'est sur des nouvelles technologies, mais déjà juste accepter un dispositif qui leur convient, c'est quelque chose où je pense qu'il ne faut pas laisser tomber l'affaire. S'ils ont envie de réessayer, il faut persévérer, quoi. Voilà, c'est... Sur cette question-là, un des bénéfices de la grille aussi, c'est amélioration du temps de tri. Qui dit amélioration du temps de tri dit moins de travail gain de temps de repos, moins de travail pour l'équipage, amélioration de la qualité, amélioration de la vitalité, meilleure valorisation, etc. Et voilà, quand on retrouvera des conditions, des rendements sur la pêcherie langoustinière peut-être plus importants, etc., ça sera aussi peut-être l'opportunité de patrons qui puissent aussi tester cette grille dans une utilisation aussi pour un but de sélectivité, mais aussi pour des conditions liées à la valorisation du produit, à la qualité, etc., quoi. Parce que même, juste pour compléter, sur les 3 bateaux qui n'ont pas gardé la grille a posteriori, parce qu'il y avait un peu trop de pertes commerciales, selon eux. Par contre, ils disaient c'est indéniable, quoi. C'est sûr que ils avaient les pochets qui tombaient de chaque côté, et ils disaient le matelot qui était affecté au côté avec la grille, il était content par rapport à l'autre parce qu'il avait moins de travail, parce que c'était plus facile, etc. Donc voilà, c'est vraiment... Je pense qu'il y a eu pas mal d'années de travaux sur cet outil-là, et donc on arrive à quelque chose qui a commencé à être accepté par certains professionnels, donc oui, autant y aller, quoi. Et en 2017, du coup, Kitri évoquait le fait qu'il y avait une première grille qui avait été testée, qui était loin d'être optimale, etc. Pour autant, en 2017, on était dans des conditions de fort rendement sur la pêcherie langoustinière. Et l'équipage qui l'avait testé était bien contente. Effectivement, même on avait un peu plus de pertes commerciales à cette époque-ci. Mais du coup, il trouvait que ça valait le coup de perdre un peu de langoustine commerciale, mais de gagner en temps de tri, quoi. Et en petites langoustines qu'on remet à l'eau et qui vont grossir. Bien. Alors, donc là, on ne peut pas le dire, parce qu'en fait, ce qui nous a coûté cher, c'est le moule. Et donc, du coup, là, on a fait 8 grilles, donc forcément, si on répartit, le coût est important. Mais bon, si on devait en produire plus, il serait plus faible, mais ça reste quand même plusieurs centaines d'euros. Et après, il y a le montage derrière aussi qui est aujourd'hui un peu compliqué, donc il demande aussi un peu de sous. Mais bon, ça c'est pareil, ce qu'on disait, c'est peut-être se retirer de ce petit maillage et aller dans des maillages un peu plus importants qui permettraient d'avoir un montage plus facile et donc du coup de diminuer tous ces coûts-là. Mais normalement, si on fait des grilles en plus grande mesure, on devrait pouvoir diminuer les coûts.
Bon, bien écoutez, d'abord merci beaucoup à tous les intervenants pour cet après-midi et puis ceux de ce matin à nouveau aussi. Je pense qu'on a eu une journée riche hein, et j'espère que ça vous a plu. Et puis merci beaucoup d'être là, de rester jusqu'au bout aussi. Et puis vive la pêche quoi.